souviendront pas de ce que tu as dit ou ce que tu as fait. Ils vont toujours se souvenir de ce que tu leur as fait ressentir. Le ressenti est plus fort que tout. Mm-hmm. Quand tu as cette drive-là qui t'allume, de retrouver tes vieux chums, d'avoir ces ressentis-là, tu te souviens pas nécessairement de ce que vous avez dit sur la montagne, ce que tu as fait, le truc, mais tu te souviens de ce ressenti-là. Mm-hmm. Ça, c'est deep. Moi, le meilleur apprentissage, c'est un ressenti. Je veux me souvenir de ton nom, fais-moi vivre de quoi. Je vais m'en souvenir. Mm-hmm. Ah, c'est vrai, tu sais, des fois, ça va être une soirée, des fois, ça va être un resto, des fois, ça va être un voyage, des fois, ça va être un truc, des fois, ça va être un habillement, ça peut être bien des trucs qui peuvent nous marquer, mais c'est nice de... Je suis d'accord avec toi que quand il y a quelqu'un qui t'a marqué pour X raison, ben ça va rester gravé forever. Puis, tu sais, il y a plein de moments de ma carrière à moi que des fois, je pourrais te dire où j'ai fait le truc, puis je vais savoir l'année parce que je me souviens, mettons, l'habillement que j'avais, ou etc. Mais, tu sais, je suis pas super bon. J'ai de la misère à me souvenir des fights de mes meilleurs chums et de ma famille, etc. Ah. Mais il y a Le des feel que affaires, t'as il y a eu. des affaires que... Ah, ça, je le sais, c'était, mettons, 2008. 2009, par certaines affaires. Fait que oui, je suis d'accord que c'est des ressentis puis des événements marquants. Tu sais, ça peut être autant positif que négatif. Tu sais, ton bel, ton gros crash, tu vas t'en souvenir toute ta vie. Probablement un des plus gros ressentis émotifs que tu as eu. Autant que gagner une médaille d'or aux Jeux Olympiques. Puis ça, je veux qu'on en parle. Ouais. Ça devait être un solide ressenti. C'était un très bon ressenti. Yeah. Mais je pense que la médaille d'or, c'était juste comme, on dirait, toutes ces années d'efforts puis d'acharnement pour le snowboard. Puis finalement, que mon sport soit aux Olympiques. Quand je suis allé aux Olympiques pour la première fois à Sochi, en Russie, c'était seulement le slopestyle. J'ai eu une belle expérience, j'ai bien ridé, j'ai pas atterri ma descente en finale, mais je suis sorti de là avec comme le cœur gros parce que first, j'étais rendu un Olympien qui est quand même sick, mais il y avait une expérience que j'avais jamais vécue, puis c'est quand même overwhelming, qu'on peut dire, là, de toutes les affaires. Oui, les médias, c'est une chose, je l'avais vécu à travers d'autres événements, mais là, c'est un événement mondial. Là, je suis plus juste là pour représenter mes commanditaires. Puis moi, c'est que là, je suis là pour représenter mon pays. C'est vraiment big. Puis on dirait que tu te mets une pression différente. Puis on dirait que tu le sais que le monde entier t'écoute. Mais il y a de quoi aussi de le ressenti ou le feeling, comme on dirait de ta famille, mes cousins, tout le monde écoute. Tandis que quand je compétitionnais toutes les semaines, oui, le monde qui me suivait plus ma carrière écoutait, mais c'était pas tout le monde. C'était comme normal. Ah, ça me fait une compé. Ça a-tu été ça, ton ancrage positif? Penser à la famille, tes chums, mettons. Oui, mais je pense qu'en Russie, il y avait trop de choses. C'était dur de mettre le doigt dessus. Qu'est-ce qui a fait en sorte... Ben, first, j'ai pas gagné de médaille à Sochi, mais je veux dire, ça a été vraiment une expérience. Quand j'étais allé à Pyeongchang en 2018, là, on dirait que je savais à quoi m'attendre. Puis là, mes objectifs, là, j'étais plus en mode objectif. Là, je veux gagner une médaille. On dirait qu'à Sochi, c'est comme... Je pense que j'étais dans un beat que... Je pense que j'ai des chances de gagner une médaille, oui. Mais c'était de la nouveauté. Mais c'est de la nouveauté, puis c'est comme si je m'étais pas pris assez au sérieux, peut-être. Je sais pas. Puis à Pyeongchang, là, on dirait que ça allait changer. On dirait que j'étais en mode beaucoup plus comme requin, qu'on peut dire. Là. J'étais en mode genre... Je veux ramener une médaille. Puis c'était comme de quoi qui manquait sur ma liste. Puis tu sais, sur ma checklist, je savais que ça, si je l'avais pas là, ça allait devenir de plus en plus tough de finalement le checker de ma liste. Puis il y a eu le slopestyle. C'était la première... Il y avait slopestyle et Big Air à Pyeongchang. Puis le slopestyle, j'ai vraiment bien ridé. Je me suis rendu en finale. Puis en finale, écoute, j'avais une run parfaite. Puis ça allait vraiment bien. Puis je suis tombé sur le dernier jump. C'est un peu ce qui s'est passé à Sochi. À Sochi, tu sais, on l'aurait pas su si j'aurais landé, si j'aurais fait bien ou non, mais on dirait qu'à Pyeongchang, comme je le savais qu'en tombant, ben first, j'avais pas gagné, mais je savais que si j'aurais atterri, mettons, il y avait des fortes chances que je rapporte une médaille. Puis c'était crève-cœur, c'était beaucoup d'émotions. J'avais vraiment un ressentiment que j'avais échoué, puis que j'avais pas été à la hauteur, puis que j'avais laissé quasiment le Canada down. En tout cas, je sais pas, il y a grosse plein pression, d'affaires. Grosse pression, pareil, puis beaucoup d'émotions. Puis finalement, j'ai comme une prise de conscience dans les mêmes jeux en me disant, hey, il y a des riders où il y a d'autres disciplines qui ont seulement un shot au même jeu. Puis je dis, moi, j'ai 2 shots. J'ai le Big Air qui s'en vient. Fait que finalement, j'ai ridé les pratiques de Big Air. Là, j'avais du temps entre. Mais j'ai eu le temps de faire un reset. Puis là, on dirait que je suis retombé en mode, you know what? Man, je suis pas le favori au Big Air, mais je suis capable de le faire. Puis à chaque entraînement, j'ai travaillé fort, j'ai travaillé les trucs que je voulais faire.
Ça prend Puis- une grosse force mentale là, pour arrêter le temps un peu, arrêter ton jeu, puis faire comme, hey, je repars, let's Ouais. go. tu sais. Puis il y a quelque chose qui s'est passé, un genre d'étincelle qui s'est passé, puis pour vrai, c'était insane le feeling, mais je regardais les pratiques, puis c'était obvious, comme, je parle anglais des fois, mais on dirait que c'était comme, le monde alentour, comme même les riders, tout le monde ride vraiment bien, mais tu sais, même, il y avait des coachs, il y a du monde qui me connaît bien, puis comme, chaque pratique que je ridais, comme, il y a beaucoup de monde qui me le disait, il dit, man, comme, tu rides fort, là. Tu sais, comme ça paraît, là. T'es craqué, puis ça va bien tes affaires. Puis Ça build up la confiance. ça build up la confiance, puis on est arrivé en finale. C'était pas la meilleure météo, c'était quand même flat light, puis j'étais tellement focus, puis j'étais tellement comme il y avait, c'est drôle, c'était un mix de, c'est comme si j'étais sur le bord, l'émotion était tellement haute, mais j'étais tellement focus, c'était insane. On dirait à chaque descente que je droppais, il y avait aucun bruit, c'était dead silence in my head. C'est comme si personne n'aurait pu me distraire, puis quand je landais, là, c'est comme si je revenais à la vie, puis C'est un gros feeling. c'est ça. vraiment sick pour vrai. Le Gros feeling feeling. était insane. Fait que ça, c'est le côté riding. Puis là, ben moi, j'étais dans les premiers à faire ma dernière descente. Fait que j'étais premier, mais il fallait que j'attende bien des riders à finir leur dernière run. Fait que c'était pas encore assuré que j'allais gagner. Fait que c'est sûr, le moment d'attendre, tu souhaites pas du malheur à aucun des riders, mais le feeling d'attendre, c'était quand même du stress. C'était long. Ça filait comme si ça a pris 3 jours. Finalement, quand le moment est arrivé, Tu ben, retombais là-dedans. quand finalement ça a été comme dit, là, c'était fait, là, tu as gagné, c'était comme. On dirait que c'était surréaliste. On dirait que c'était comme pas vrai. C'était vraiment sick. Fait que oui, c'est un feeling qui est dur à décrire, mais vraiment un cool Tu feeling. l'as bien Puis- verbalisé, man. Tu sais, moi, je la ressens, on dirait, je me mets dans cette vision-là. Tu sais, c'est une belle vision de tunnel. Tu sais, des fois, on Ouais. dit qu'on est dans une vision de tunnel, puis on voit pas ce qui se passe. Puis... Ouais. Mais là, tu sais, dans un scénario comme ça, t'as pas le choix de l'être. Ça m'est arrivé une couple de fois dans ma carrière, dans certaines compétitions, surtout quand tu fais des bonnes runs, je veux dire, ça te le fait, ce feeling-là. Yeah. Mais il n'y avait pas de meilleure place pour que ça se passe. Puis Voilà. je trouvais que comme, on dirait que j'avais échoué comme 2 fois en slopestyle. Puis là, on dirait que c'est ma prise de conscience, puis mon... Tu sais, c'est un peu un momentum shift là, qu'on peut dire. là. J'ai utilisé comme la mauvaise énergie, puis je l'ai transférée en 100%. bonne énergie, puis C'est fort. c'est... Ouais, fait qu'on dirait, je sais pas, on dirait que ça a comme prouvé que c'est comme, man, on est capable de faire des choses 100%. surhumaines d'un fois. Absolument. Puis non, j'ai trouvé, pour vrai, c'était insane. Puis tu sais, encore ce jour, je veux dire, comme, c'est de quoi, c'est un moment marquant dans ma carrière. Puis c'est de quoi qui prend une grosse place. Puis c'est un très gros ressenti dans ma carrière. Mais j'ai eu plusieurs steps dans ma carrière qui m'ont amené certains ressentis. Puis chaque événement ont leur place. Il n'y en a pas un nécessairement plus important que l'autre. Mais c'est sûr que, tu sais, ajouter cette médaille d'or-là à ma carrière, c'était de quoi de très check, important là. pour C'est un moi. big check. Puis ça rajoute une crédibilité immense aussi Absolument. à ce que je fais. Absolument. Tu es fier de toi? Ouais, je suis fier de moi. Oh. Mais écoute, on dirait Une grosse c'est question. dur de se le C'est dire. fucking important de l'être, hein, Ouais. après ce que tu viens de dire. Tu Ouais. peux être fier de toi aussi. Thanks, C'est big. Non, C'est merci, j'apprécie. Je suis vraiment dur envers moi-même. là. Je suis Des suis gens très- exigeants. Moi aussi, c'est Ouais. fucking exigeant, mais tu sais, Ouais. s'arrêter à ça, man, c'est important de l'être. Tu sais, ça nous donne mon plus gros gaz d'avion que je me donne. C'est quand je me dis ça, quand je décide de me le dire parce que j'ai fait une bonne action puis ça m'a élevé, autant professionnel que personnel. Là, les frissons que je ressens, mais c'est important. On a de la misère. On est dur envers nous-mêmes. J'ai de la misère à arrêter puis d'apprécier ce que j'ai fait. On dirait Ouais. que c'est comme. C'est toujours Quoi, quand le même. prochain eu- objectif, c'est quoi? Ouais. C'est quoi? Mais Mais j'ai eu toujours le vécu que tu sais, j'ai une compétition, même si tu gagnes, après ça, une semaine après, tu es dans l'autre compétition. Puis des fois, cette compé-là, ça va moins bien. Puis là, tu es comme off. Mais dans le fond, une semaine avant, tu as gagné. Fait que des fois, c'est une vie de beaucoup de up and down. Puis tu sais, une chose que je peux te dire, c'est que tu sais, je suis à la recherche de cette dopamine-là, de ce feeling-là. Mais des fois, tu sais, je me dis, mettons, t'enlèves tout ça de ma vie. C'est sûr qu'il faut que j'aille chercher ça ailleurs parce qu'un coup que tu y as goûté, c'est dur de. Parce que quand tu. Mettons, je passe une semaine puis j'ai de quoi de plus relax, ben c'est facile, on dirait, de devenir un peu comme deep, de te sentir un peu moins comme si tu accompli de quoi de grand. Fait que des fois, c'est normal de juste dire, hey, chill out, comme Absolument. it's alright, mais définitivement, je suis toujours à la recherche
de ce sentiment-là parce que c'est le meilleur feeling au monde de travailler en street, de réussir une shot que ça a pris des heures et des heures avant de réussir. Quand tu l'as, ça donne le même feeling de gagner une compétition. Fait que chaque petite bataille, chaque petite réussite, faut pas avoir peur de les célébrer. Puis les valoriser. Les valoriser. Puis c'est de quoi qu'avec le temps, je fais de plus en plus. Mais ça reste que... Pour ça, il faut s'arrêter. Ouais. Pour ça, il faut step back. Puis ça, c'est une force. C'est probablement une des plus grandes forces. Je respecte beaucoup les leaders silencieux, les forces tranquilles, man, parce qu'eux, ils ont une bonne introspection. Moi, j'étais en grande quête de ça, là, mais c'est fucking sick. Après ça, tu build up et tes objectifs deviennent plus faciles. Ouais. Fait que Seb t'a parlé que t'es un gars exigeant, mais je suis pas mal persuadé que cette exigence-là t'a mené où t'es rendu. Puis un gars qui part de Saint-Sauveur, gagner le shakedown aux X-Games, aux Jeux Olympiques, that's a good spirit. L'exigence, c'est important au final. 100%. Yeah. Yep. Parle-moi un peu de ton expérience des X-Games. On est allé aux Jeux Olympiques. Moi, je veux savoir, X-Games, j'étais tout kid. Je pense que c'est une des choses qui m'a motivé le plus à rider. On ressentait le style, on ressentait la créativité. On avait le goût d'être aux X-Games quand on était kid et j'ai encore le goût d'être là-bas. Ouais. Parle-moi de ça, comment t'as vécu ça? Ben, les X-Games, tu sais, à un jeune âge, moi, ça a toujours été mon rêve d'aller aux X-Games parce que, tu sais, c'est un peu nos Olympiques des sports extrêmes. Fait que, tu sais, je savais que aussitôt que j'ai commencé à faire du snow puis je me suis mis à faire les compétitions, ben, mon rêve, c'était d'aller aux X-Games. Puis c'était pas les Olympiques parce que, oui, les Olympiques, je suivais ça, mais il n'y avait pas le snowboard. Fait que dans ma tête, c'était comme s'il y a quelque chose de réaliste, c'est que je me rende aux X-Games un jour. Puis justement, la première fois que j'étais invité aux X-Games, c'était juste avant ma grosse blessure que j'ai eue justement à 16 ans. Puis dans le fond, quand je me suis blessé, c'était juste avant mes premiers X-Games. Fait que j'ai dû pas faire les X-Games. Fait que tu sais, il y avait ce petit côté là, quand je disais que j'avais eu bien de la peine, mais j'avais de la peine de ne pas pouvoir aller rider, mais j'avais de la peine aussi de ne pas pouvoir aller aux X-Games, qui était mon rêve de jeune âge. Puis quand je suis revenu, puis ça, c'était une source de motivation aussi, c'était que je vais revenir encore plus fort. Puis quand je suis revenu, j'ai prouvé que j'avais ma place, puis j'ai eu une invitation pour mes jeux, pour les X-Games. Puis là, j'avais 17 ans, puis on dirait que j'étais tellement prête parce que je l'ai visualisé, je le sais que j'avais eu mon invitation l'année d'avant, puis j'ai prouvé que je méritais d'avoir ma place. Puis c'était un moment qui était vraiment marquant dans ma carrière parce que non seulement je suis allé, mais j'ai gagné le slopestyle, puis je suis venu deuxième en Big Air, puis c'était comme genre, aïe, c'était mes premiers X-Games ever. C'était juste un rêve en soi qui se réalisait d'être là-bas. Yeah. Puis de réussir à apporter des médailles, c'était juste comme la cerise sur le sundae. Bon. Beau, man. Très cool. Puis tu sais, l'élément là-bas, est-ce que tu as ressenti de la pression ou du hype, première présence au X-Games? Du hype. Gros hype? Je dis aucune pression. Oui, Il il y y avait de la pression, c'est sûr, mais je pense que j'étais tellement prête que j'avais hâte de montrer au monde qu'est-ce que je suis capable de faire. C'est. Puis parle-moi un peu, tu sais, c'est pas des choses qu'on entend souvent, mais la rivalité entre riders, tu sais, c'est sûr qu'il y en a une, on voit ça à TV, vous êtes tous des potes, je l'ai vécu un peu en compétition, ça reste, tout le monde est passionné par ça, mais à un certain point, il y a un cash prize à la fin. Comment ça se passe, la grosse rivalité? Il y a de la rivalité, puis il faut qu'il y en ait, puis c'est ce qui fait justement pourquoi on est là, on est tous des gars qui veulent gagner, puis on est tous là pour se battre, pour gagner la première place, mais en même temps, on est tous des chums aussi, puis je trouve la rivalité est le fun parce que on est tous focus, on veut tous gagner à cette journée-là, mais ça reste, mettons, avant de dropper, tout le monde, on se donne des high-fives, on se props, quand il y a des belles runs, on se cheer l'un l'autre. Fait que j'ai toujours aimé le spirit alentour de la compétition, que oui, on est là tous pour gagner. Fait que tu sais, c'est comme genre le couteau d'un dent, comme on peut dire. Mais en même temps, on apprécie le bon riding des autres. Puis des fois, ça va être toi qui vas réussir. Des fois, c'est un autre. Puis je trouve, tu sais, on parlait de célébrer chaque victoire. Mais des fois, c'est pas ta victoire, mais d'aller célébrer la victoire de quelqu'un d'autre, ça aussi, c'est important. Puis 100%. ça, c'est de quoi que j'ai appris avec le temps aussi. C'est que des fois, tu rides mal, mais il y a quelqu'un qui a bien ridé. Puis vice-versa. Puis quand tu rides bien, t'aimes ça quand le monde vient célébrer avec toi. Fait que c'est de quoi que j'ai appris à faire beaucoup à travers ma carrière. Puis que je me suis mis beaucoup à apprécier justement de voir de mes amis, de mes chum riders gagner. Mais aussi à mon retour, quand on arrive à la prochaine compétition, même si t'es mon chum, je vais faire tout ce qu'il faut pour essayer de te battre. Puis vice-versa. Puis ça fait la saine rivalité. Ouais, exact. Mais c'est une rivalité qui est le fun parce que, tu sais, il y a certains, mettons,
sport que des fois, dépendamment si tu viens d'un pays différent ou whatever, le monde se parle pas vraiment, c'est une rivalité, mais comme en tout temps. Mais tu sais, nous, on voyage ensemble, on loge ensemble, peu importe tu viens d'où, on s'en fout. Puis tu sais, y a-tu des riders que je m'entends mieux que d'autres? Oui, 100%. Puis ça, c'est comme dans la vie de tous les jours. Mais tu sais, les riders, les pro-riders on the road, c'est comme ma deuxième famille. Tu sais, j'ai passé tellement de temps avec plusieurs gars que je pourrais nommer que c'est des riders qu'on a plein de vécu, on a des beaux voyages. Oui, on ride, oui, on compétitionne l'un contre l'autre, mais il y a tellement de moments alentour qui font en sorte que c'est une amitié, mais une rivalité qui est très présente, c'est sûr. On veut tous gagner. Sinon, pourquoi t'es là? Ouais. Puis tu l'as dit, c'est sûr qu'il y a des riders, tu t'entends mieux que d'autres. Puis ce small circle-là qui se crée, et par rapport à ton identité, on revient là-dessus. Tu as des valeurs. Si quelqu'un a des valeurs similaires, si tu vois que c'est un vrai passionné qui le fait par pur plaisir à la base, mais qui l'adapte en mode compétition, tu vas t'entendre pas mal mieux avec ces gars-là que les gars qui sont là pour le cash prize, puis tu le ressens, puis tu sais, c'est que ça, puis eux autres, c'est une carrière, là, parce qu'il y a deux types d'humains dans la vie, puis c'est correct. Mais parle-moi-en de ça, tu sais. Sans nommer de nom, tu as déjà vécu ce genre de froid-là avec des personnes qui n'avaient pas la même vision que toi? Ben, je pense que quand j'ai commencé, tu sais, j'étais dans la génération que là, moi, j'étais le plus jeune, puis c'était toutes des légendes, c'était tout du monde que j'ai suivi quand j'ai grandi, tous les gars de vidéo, etc. C'était tous des gars qui sont des légendes du snowboard. Fait que j'ai appris un peu d'eux autres, j'ai vu comment ils faisaient, puis dans ce moment-là, le snowboard était très festif, très easygoing. C'était une façon c'est une expression une liberté. Fait que c'était pas corporate. Zéro. Puis ça, c'est de même que j'ai appris à faire du snowboard. Puis après ça, tu sais, là, il y a eu ma génération à moi qui était un mix des deux. Un peu plus sérieux, mais encore très outgoing, encore très freedom, encore très... on célèbre le snowboard. C'était très core. Puis... Mais on se rapprochait plus, je dis, dans toutes les générations, on a toujours été des athlètes. Mais c'est juste qu'on se rapprochait un peu plus, que le monde nous voyait plus comme des athlètes. Puis là, dans la dernière génération que j'étais, c'est sûr que là, avec les Olympiques, avec le snowboard, que c'est plus dit haut et fort que tu peux vivre de ça, etc., ça l'a amené un engouement différent. Puis c'est sûr, ça l'a amené justement des riders ils trippent sur le même sport, mais le sport a changé quand même. C'est un petit peu plus comme athlétique, un petit peu plus structuré. Fait que j'ai goûté à toutes ces affaires-là ensemble. Je dis pas qu'il y en a une plus meilleure que d'autres, mais en même temps, c'est sûr que, tu sais, il y a un petit côté que j'adore, le fait de la camaraderie entre les riders, puis de dire comme, tu sais, de se propser, d'avoir de quoi qui fait en sorte que, man, on sait qui qu'on est parce qu'on a chillé dans l'avion, on a déjà logé ensemble, etc. On a appris des trucs ensemble. Puis on dirait que, tranquillement, on perdait peut-être un petit peu ce côté-là. Puis c'est de quoi, des fois, que je trouvais un peu difficile parce que, oui, j'étais là pour gagner, oui, je voulais bien faire. Mais si tu gagnes, puis après, t'as pas le feeling que t'es une famille, c'est pas le même sentiment. Mais je pense que le snowboard se l'est encore, beaucoup plus que certains autres sports, mais peut-être pas autant qu'avant. Je comprends. Puis tu dirais-tu que c'est ce côté-là, comme de plus en plus structuré du sport qui t'éloigne un peu de la compétition? Tu sais, autant de la nouvelle génération qui sont taxés peut-être plus performance, corpo, comme tu dis, de vivre comme un athlète pur et dur. Puis les courses aussi qui s'en viennent de moins en moins créatifs. Tu sais. Est-ce que tu vois que la suite des compétitions va donner comme plus une ligne? C'est définitivement devenu beaucoup plus comme la répétition, une façon de s'entraîner. Il y a beaucoup plus de coachs de ci, de ça. Moi, j'adore travailler avec du monde qui peuvent t'aider à devenir plus performant, d'avoir une carrière plus longue. Puis je vais toujours m'entraîner, je vais toujours faire les efforts qu'il faut. Mais c'est devenu, c'est sûr, beaucoup plus structuré. Puis je pense que ça fait partie de l'évolution du sport. Puis c'est bien correct. Mais je pense qu'il y a un côté de moi qui ça me manque les années que c'était moins structuré. Puis qu'il n'y avait pas nécessairement des airbags ou des affaires comme ça. Mais en même temps, j'adore les airbags parce que ça te donne la chance de pouvoir rider l'été quand il n'y a pas de neige. Fait qu'il y a quelque chose de cool. Tu sais, comme ici, sur ton centre, sur le toit, tu as les rails, tu as l'accès au dry slope qui fait que tu peux rider 365 jours par année, qu'est-ce qui est vraiment sick. Mais quand c'est rendu que tu as accès à de la neige, mais tu vas quand même sur l'airbag pour tuner tes affaires, puis tu reviens, je trouve qu'il y a quelque chose que... Ouais, mais là, c'est plus pour remplacer la neige. C'est juste qu'il y en a de la neige, mais là, c'est rendu comme... Je
sais pas. Moi, j'aimais le thrill. C'est de plus voir, artificiel tout court. Là. j'aime voir le truc dans ma tête. Puis oui, c'est plus dangereux, mais le thrill de voir le truc dans la tête puis de l'essayer pour la première fois, ça neige. Il y a de quoi, je pense que... Mettons, la progression du snowboard, elle a vraiment évolué puis depuis des années. Mais si on n'aurait pas eu accès à tout ça, il y aurait définitivement des riders qui font des trucs qu'ils feraient pas. Ouais. Juste parce qu'il n'y aurait pas eu le guts de faire sa neige direct. Mais ils l'ont tellement fine-tuné que là, ils le font sans neige. Mais le reward de le faire sans neige, quand tu l'as jamais fait, tu l'as juste vu dans ta tête, man, c'est le meilleur feeling au monde. Mais quand tu l'apprends, tu l'as fait un millier de fois, mais c'est pas de la vraie neige. Mais si tu l'atterris ça se 1000 rapproche d'un orgasme sur ta planche. Là. Écoute, mais le airbag, tu l'as landé des centaines et des centaines de fois. On s'entend que ça neige, oui, ça fait en sorte que quand tu vas le lander ça neige, là, ça veut dire que tu l'as. Mais si tu l'as landé centaines de fois ça neige, je veux dire, tu sais, on s'entend que tu l'as landé le trick. Là. Fait que c'est sûr que ça l'enlève un petit côté spécial. Mais encore là, je suis pas en train de faire du hate. Je suis juste en train de comme share, je partage de quoi que mon sport a changé. Exactement. Puis ça l'a évolué, puis après ça, c'est à toi de voir, est-ce que cette évolution-là est adaptée à ta vision? Fine. Peut-être que la nouvelle génération, c'est exactement là-dedans. Ils sont nés là-dedans, puis ils vont continuer, puis ils vont faire évoluer ce sport-là. Toi, je pense que tu veux continuer à le faire évoluer, mais garder ta signature là-dedans. Puis tu sais, on dirait que les airbags sont arrivés, je n'ai ridé, mais on dirait mon thinking de rider les airbags était plus comme de pratiquer des trucs des fois que je faisais déjà, des fois de l'essayer avec un grab différent. Mais moi, je le voyais vraiment comme je peux rider. Comme c'est une raison de pouvoir rider plus. Fait qu'on dirait comme je descendais, puis à un moment donné, j'étais pris dans le pattern que c'est comme OK, là, c'est plus juste rider, c'est du training. Puis là, on dirait quand c'est devenu training, c'est là qu'on dirait que je me suis perdu un peu dans cette affaire-là. Puis, tu sais, des airbags, je n'ai fait, mais tous mes trucs que j'ai appris, je les ai faits sans neige. Il n'y a aucun truc que j'ai appris sur l'airbag. J'ai peut-être fine-tuné des trucs, mais c'est tous des trucs que j'avais essayé sans neige déjà. Puis là, je parlais de me lancer des fleurs, je veux dire, c'est pas... Il y a des générations qui sont plus jeunes, puis c'est l'inverse, etc. Mais ça reste qu'ils font quand même les trucs. Ils mettent les efforts aux bonnes places. Puis là, live, on a accès à ces affaires-là. Absolument. Fait que pourquoi pas l'utiliser, je veux dire. Chaque personne a son style d'apprentissage, puis j'aimerais ça connaître un peu le tien. Tu m'en as glissé un mot, on se côtoie, tu as fait des parcours avec moi dans le parcours ninja. Je te vois t'entraîner, ces réseaux sociaux, mais parle-moi de ton training qui est adapté, parce que les gyms, c'est pas fait pour toi, clairement. Tu es un gars créatif. Comment tu te prépares physiquement pour des grosses compétitions? Écoute, c'est sûr, ça a toujours été ride le plus possible, pratique les. Tu sais, je suis un gars qui aime ça faire la répétition, mais faire la répétition qui veut pas nécessairement dire que je vais en ligne droite puis je fais nécessairement la même figure, mais tu sais, j'ai toujours de la répétition, de rider beaucoup de park, de rider beaucoup de rails différents, de rider des jumps différents. Tout ça faisait en sorte que quand j'arrive à un slopestyle, ça veut pas dire que le jump va être parfaitement construit comme tel jump que si je pratique juste ce jump-là. Fait que je voulais vraiment m'habituer à rider toutes sortes de setups parce que chaque place, la neige est différente. T'as bien beau, même chaque jour, le même setup est pas pareil. Le pop peut être différent sur tel jump. Une journée, plus de pop, ça t'aide à faire tel truc. Normalement, la journée d'après, moins de pop. T'es-tu capable de faire le même truc quand même? C'est la constante adaptation. C'est toujours l'adaptation, plus t'as la météo qui fait en sorte que des fois, ça peut rendre ça encore plus challengeant. Fait que je me suis toujours dit, ride le plus, puis en même temps, c'était facile. Je voulais tout le temps rider. Fait que ça a toujours été ça, de le faire le plus possible. C'est de même que je suis devenu plus constant, puis de vouloir apprendre une nouvelle figure. Puis après ça, ben, quand c'est le temps à telle compétition, ben là, on a des training days, mettons, pour chaque compé. Puis moi, j'étais le genre de gars qui prenait ces heures-là. Fait que, tu sais, j'étais pas le genre de gars qui ridait une coupe de run, même s'il restait du temps, je m'en allais. J'étais souvent un des gars que j'étais là du début jusqu'à la fin. Puis si des fois, je devenais fatigué, ben des fois, je pratiquais plus mes rails, mettons. J'essayais de toucher à toutes les rails. Souvent, quand j'arrivais dans un slopestyle, mon thinking, c'était comme, bon, il y a plein de rails. Je me disais, les premières runs, faut que tu touches à toutes. Fait que, au lieu de focusser tout de suite sur des trucs que tu veux faire réellement, ben des fois, je faisais des 50-50 puis des board slides, mais je touchais à toutes les rails, à chaque run. Puis là, je me disais, OK, celle-là, je l'aime, celle-là, je l'aime pas. Y a-t-il une façon je peux crossover? Après ça, OK, y a-t-il une façon je peux faire un transfert? Fait que là, j'essayais de penser un peu à la créativité. Puis là, je me buildais une run pour la semi-finale. Puis après ça, ben, je me disais, OK, entre la semi puis la finale, si je me qualifie pour la finale, ben souvent, on n'a pas beaucoup de temps en pratique. Fait que je me dis, bon, est-ce qu'il y a une façon que je peux upgrader ma run pour la finale sans tout changer nécessairement, mais qui serait une affaire assez gros changement pour
pas choquer les juges, mais que les juges le remarquent, puis que ça fait en sorte que je me démarque des autres riders. Fait que c'est un peu comme ça, mais il y a un peu une stratégie de dire comment que je pourrais utiliser le course. Ouais, à son plein Des fois, potentiel. j'utilisais le course d'une façon différente, puis ça me faisait comme shiner sur le course. Mais ça se démarque beaucoup, le côté juge. Tu sais, même moi, je me suis mis dans la position d'un juge à quelques reprises, puis tu le vois. Celui qui comprend le terrain, puis qui a du fun, qui joue sur le terrain. Tu sais, c'est un peu ça, je pense, ta vision du jeu, c'est que tu l'amènes dans tout ce que tu fais, même en compétition. Tu touches à tout, puis ça devient ton style d'apprentissage de je connais le terrain, je peux m'adapter au terrain. Peu importe les conditions, peu importe c'est quel genre de rail, quel genre de saut, tu es capable de t'adapter. Ce que peu de gens font. Je pense que ça a été longtemps ta marque de commerce, ça l'est encore aujourd'hui. Tu l'amènes dans les street spots aussi, tu réinventes les street spots, même s'il y en a qui. C'est un épique qui a été dans tous les films, tu réussis à avoir d'autres choses. Fait que ça, c'est fort. Mais je pense que, de mon point de vue, ton style d'apprentissage, c'est d'y toucher, c'est d'y goûter, c'est de le pratiquer. Puis après ça, ben, tu découvres comment l'adapter à ton style. Ben, c'est parce que l'affaire, c'est que ça arrivait des fois, je faisais des compétitions de slopestyle, puis finalement, je focusais sur une ligne, puis je me rendais compte que des fois, j'avais jamais touché aux autres rails. Puis peut-être j'aurais pu faire de quoi de mieux en touchant à de quoi d'autre. Fait que, tu sais, c'est juste de. Des fois, je me disais, regarde, les premières runs, c'est juste des fois, les trainings sont tight, t'as moins de temps, la météo est moins bonne, puis des fois, t'as pas le temps de toucher à tout. Fait que t'essaies de trouver une run rapidement. Mais, ouais, des fois, il y a le stress qui embarque, puis là, tu veux trouver de quoi. Des fois, t'as une mauvaise pratique. Fait que ça peut être stressant par bout. Puis je pense que faire les compétitions, si c'est pas stressant, c'est comme c'est censé être stressant d'une certaine façon. C'est ça. Toi, t'es dans comment tu gères ton stress. Et comment Seb Toutant gère son stress. Ben, jeune, moi, j'ai toujours été stressé. Puis, tu sais, je veux dire, on dirait les premières fois que t'es stressé, tu sais, tu dors moins bien. Le matin, t'as moins le goût de manger. Puis là, après une couple d'années que je compétitionnais, puis ça m'a jamais empêché de performer, mais j'étais toujours stressé. Puis après une couple d'années, ce stress-là était encore là. Fait que là, à un moment donné, je ne sais plus à qui que je parlais, mais c'était justement un psychologue sportif. Puis ça m'a un peu marqué parce que je lui avais posé la question, j'étais comme, ça va prendre combien d'années avant de ne plus être stressé? Puis il m'avait juste dit, il dit, écoute, check, une belle façon, mettons, de comprendre ça. Il dit, dans n'importe quoi dans la vie que tu fais, quand ça veut dire de quoi, tu vas être stressé. Fait qu'il dit, si tu fais un examen, mettons, à l'école, puis tu es préparé, puis ça veut dire de quoi pour toi, tu vas être stressé. Si tu n'es pas préparé, puis tu t'en fous, tu ne seras pas stressé. Fait qu'une compétition... Puis là, après ça, je me mettais à penser, puis c'est vrai, dans mon quotidien, dans toutes les choses qui me stressaient, c'est souvent des affaires que, regarde, la première fois que C'est important à tes yeux. Les premières fois que j'ai fait, mettons, je passais mon test, mon permis de conduire, j'étais stressé, mais j'étais prête. Mais j'étais stressé. Puis toutes les affaires que j'ai faites stressantes dans la vie, mais que j'étais peut-être pas prête ou peu importe, là, j'étais peut-être moins stressé, mais je me sentais comme moins compétiteur. Fait qu'on dirait que t'arrives là, t'es smooth. Fait que oui, il y a des personnes qui vont dire « Ah, moi, je suis pas stressé », mais si t'as un niveau de performance qui rentre dans la ligne de compte, il y a quelque chose. Ouais, puis ton stress s'adapte en adrénaline. Ouais. C'est là que... Puis t'as totalement raison, puis ton psychologue avait totalement raison. Tu sais, je l'ai coaché de cette façon-là. Puis c'est un mentor à moi qui m'a appris ça, mais tu sais, de focusser sur les objectifs, tu l'as nommé tantôt, mais à quel point cet objectif-là est important pour toi. Puis est-ce que tu es prêt à relever ça? Parce que le stress apporte deux choses. Est-ce que tu es prêt ou tu n'es pas prêt? Ça peut être un stress positif ou un stress négatif. Négatif, c'est souvent quand tu n'es pas prêt, mais que tu as un des high expectations. C'est super important pour toi. Puis quand tu es prêt, puis tu as les high expectations pareil, ben c'est un stress positif qui se transforme en adrénaline. That's why. Ouais, puis c'est le meilleur feeling quand tu réussis à balancer les deux ensemble. Absolument. Parce que, tu sais, quand j'étais en haut, puis avant de dropper, j'étais hyper stressé, puis mettons, je touchais au premier rail. À partir de ce moment-là, tout était chill. Puis quand tout cliquait, tout se mettait en bonne place, c'est le meilleur feeling au monde. Parce que, comme que je disais tantôt, c'est un peu comme si tu rentres dans le tunnel, puis il n'y a rien qui peut te distraire. Un genre de nirvana. Ouais, puis ça, c'est une autre affaire. Dernièrement, j'étais justement chez Oakley, à leur headquarter en Californie, puis on a fait justement des tests sur nos yeux. Puis c'était vraiment, vraiment intéressant parce que justement, on parlait à quel point que c'est les yeux qui réagit. La première affaire qu'il fait, c'est les yeux. Fait que si, mettons, t'es off, mettons quand tu tombes, ou peu importe. Les yeux vont voir le bas. Non, mais c'est que
il y a de quoi qui te distrait. Il y a toujours quelque chose. Mettons, quand tout va bien, tu n'as même pas besoin d'y penser. Tu regardes là, t'es tout le temps comme 3-4 shots à l'avance. Tout se fait au ralenti. Puis quand tu tombes, tout se fait vite. Parce que t'es overwhelmed par genre tout ce qui se passe. Mais quand, mettons, ton regard, tout est pensé, t'es comme tout le temps 3 shots à l'avance. On dirait que tout se passe au ralenti. Puis j'étais comme crème, ils ont raison. Puis il y a plein de tests que tu peux faire liés à ça. Puis on en parlait tantôt dans le spot Ninja. Puis, tu sais, de faire des exercices qui stimulent ça, il y en a plein qui existent. Mais tu sais, les chauffeurs de F1, les joueurs de hockey, snowboarder, name it, tout le monde fait des genres de tests qui fait que tu alimentes ça. Puis ça l'aide vraiment sur tes performances. Puis des fois, justement, qu'est-ce qui est le fun, c'est que tu te mets à focusser sur d'autres affaires. Puis ça avec, c'est une belle façon de dealer avec le stress. C'est que tu occupes ton cerveau et tes yeux avec de quoi d'autre qui sont super bons, puis c'est un bon warm-up pour être prêt. Mais en plus, c'est que ça t'empêche aussi de juste focusser sur ton stress. Puis des fois, le stress présent, c'est que avoir un stress, c'est bon, mais le overstress, quelqu'un qui est prêt à dealer avec, des fois, c'est écrasant. C'est là que ça peut t'enlever justement tes capacités de justement performer. Puis j'en connais certaines personnes qui sont super talentueuses dans des sports, mais aussitôt que c'est le temps de se faire filmer ou qu'il y a une compétition, ils sont pas capables parce que c'est un stress qui ça les écrase. Il y a sûrement une façon de travailler ça puis de rendre ça comme agréable, mais ça dépend de chacun. Chaque personne a son propre modus operandi. Est-ce que je dors bien avant un événement? Est-ce que je mange autant à ma faim le matin? Non. Puis il n'y a pas eu un événement que ça a été de même. Puis j'ai fait ça pendant 18 ans de ma vie. Fait que, tu sais... Mais tu dirais-tu qu'une de tes forces pour gérer ton stress, c'est que tu connais tes objectifs? Ouais. Tu sais où tu te rends, ça résume la vision que tu me dis, plein de distractions, mais de contrôler ces distractions dans le but d'atteindre ton objectif. Je pense de focusser sur qu'est-ce que tu essaies de faire cette journée-là. Fait que de focusser sur qu'est-ce que tu peux contrôler. Tu sais, dans le snowboard, tu contrôles ta run, tu contrôles qu'est-ce que tu peux faire sur ton board, et après ça, tu te fais juger. Puis il y a le facteur météo aussi. Mais des fois, tu te fais. Ouais, mais des fois, tu te mets à contrôle. Des fois, tu te mets trop à penser à plein d'affaires qui te distraient. Puis dans le fond, c'est de trouver à bloquer ça. Puis c'est stresser sur qu'est-ce que tu essaies de faire, c'est correct. Parce qu'un coup, tu vas descendre, à un moment donné, ça tombe. Puis, je sais pas, ce stress-là, tu l'as dit, ça se transforme en adrénaline. Puis tu deviens un peu comme surhumain des fois par bout. Puis ça m'est arrivé des fois dans des compétitions que. Des fois, il y a des trucs que j'ai faits que j'avais pas full pratiqué, puis finalement, j'ai réussi à atterrir durant la compétition. Puis c'est clairement sur le moment, l'adrénaline puis le focus qui a fait en sorte que j'étais capable de le faire. Puis, tu sais, on l'entend souvent, des fois, quelqu'un va pas avoir un accident d'auto ou quoi que ce soit, puis ils vont faire de quoi de surhumain. Tu sais, c'est l'adrénaline, c'est le moment qui fait ça, mais je pense que tu te rapproches quand même de ça un peu quand tu fais des compétitions avec... autant de médias puis le stress qui vient avec. Absolument. Si tu dirais-tu que c'est cette adrénaline-là qui te permet d'affronter un peu les peurs, oui, mais aussi de conscientiser sur les risques? Parce que, tu sais, tantôt, tu disais, même s'il y a un risque, je vais y aller en ligne, c'est ma passion, je veux lander mon truc, mais est-ce que tu es du genre à calculer les risques? 100%. C'est sûr que c'est de quoi je suis devenu meilleur avec les années, mais... je vais prendre des risques calculés. Fait que, tu sais, il y a des risques que des fois, tu fais comme... Tu sais, c'est sûr, si dans ta tête, tu vois zéro le truc, tu ne vas pas le réussir, puis il y a du monde qui dit « Ah ouais, let's go, t'es capable », puis tu te fies juste aux autres, mais tu te trosses pas. Souvent, c'est là que ça va mal, puis c'est souvent là que tu vas te blesser. Fait que c'est sûr, de voir que tu es capable de le faire, c'est une première chose. J'ai dit un peu plus tôt que, tu sais, je suis un gars qui aime ça, visualiser, puis si elle va dans ma tête, souvent, ça va fonctionner. Mais il faut que tu t'écoutes. Faut que tu t'écoutes. Il y a la météo, il y a le speed, il y a le vent. Il y a plein de facteurs qui peuvent faire en sorte que tu as peut-être le truc, mais il y a plein de choses qui font en sorte que ça peut jouer contre toi. Malheureusement, des fois, tu vas y aller quand même. Tu vas faire une erreur, tu vas te blesser, puis tu vas réaliser par la suite, tu vas te faire comme « Hey, tu sais quoi, c'était pas intelligent. Next time, je vais essayer d'être un peu plus efficace. » Mais ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie et de la maturité, parce que ce que tu dis, c'est de l'introspection. Puis c'est un peu moi, un mindset que je développe de plus en plus, mais c'est pas toujours facile. On l'a parlé tantôt, le step back, mais après un événement. Tu sais, t'as tombé. T'as parlé de ta première expérience aux Jeux olympiques. T'as tombé, t'as appris de ça. Mais de quelle façon tu fais tes genres de post-mortem après une compétition, après un street spot? Est-ce que tu analyses ce qui s'est passé dans la journée? Ouais, vraiment. Avant, quand je tombais ou j'avais une mauvaise journée,
je voyais juste du négatif. Genre, vraiment juste du négatif. Puis encore à ce jour, tu sais, je déteste perdre. Genre, j'aime pas perdre. Mais en même temps, c'est une source de motivation après par la suite pour dire, OK, je vais tout faire pour pas que ça réarrive puis que ça l'aille mieux au prochain. Mais même dans une mauvaise journée, souvent, il y a de quoi de bon. Il faut être capable de voir le bon, puis voir qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, puis comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné. Ça, c'est de quoi qui, à travers les années, ça a pris du temps, mais je regardais mes runs, je regardais qu'est-ce qui est moins bien été, puis j'essayais de focusser sur qu'est-ce que je peux faire en sorte pour que la prochaine fois, ça ne réarrive pas. Puis, des fois, tu réussis à figure out des choses qui font en sorte que ça réarrive pas nécessairement rapidement, mais des fois, il y a des choses que ça prend du temps avant de comprendre, puis de devenir comme plus intelligent avec ton riding, etc. Mais faut voir le positif. Ça fait partie de l'apprentissage, mais c'est sûr que, tu sais, des fois, on dirait, tu sais, c'est comme un échec. Mais certains échecs sont là pour une raison. Puis ça te met à t'apprécier justement quand ça va super bien. Puis quand ça va super bien, ben c'est facile parce que tu peux juste regarder comme le positif. Si t'es positif, t'as gagné, etc. Mais même dans ton positif, tu peux dire, OK, si je suis vraiment picky, tu peux regarder tes runs, tu peux dire, hey, j'aurais pu améliorer ça quand même aussi. Fait que la différence entre compétition puis un filming, c'est qu'en compétition, tu as une ou deux runs, puis that's it. Tandis que quand tu filmes, des fois, tu regardes le truc, puis c'est comme, hey, tu sais quoi? Il y a ça qui me fatigue. J'aimerais ça l'avoir parfaitement. Fait que si t'es une personne qui est très, 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 très picky, ben, tu peux y retourner puis réessayer de battle, même si tu l'as déjà eu. Des fois, tu peux refaire une vingtaine de tries avant que tu l'aies à ton goût. Puis des fois, moi, c'est des choses que je regarde beaucoup, surtout dans les vidéos, mettons, une part de street ou une vidéo part de backcountry. C'est ce qui fait en sorte que tu as une part qui est vraiment nice, puis une part qui est complètement insane. Puis c'est pas nécessairement juste les trucs, c'est la sélection de trucs, les spots que tu fais, mais aussi la perfection que tu as réussi à livrer les trucs. Parce que, tu sais, on se le cachera pas, à cette heure, c'est filmé, des caméras, slow motion, tu vois super bien. C'est comme... Je comprends que des fois, il y a plusieurs affaires qui peuvent faire en sorte que tu t'es fait kick-out ou il y a plusieurs facettes qui ont fait en sorte que tu n'as pas pu nécessairement le recommencer. Mais on essaie de travailler sur la perfection, tandis qu'en compétition, c'est Parlons-en. C'est la perfection, mais... Perfection, c'est un gros mot, là. Ouais. C'est une pression énorme, la perfection, parce que, tu sais, dans mon livre à moi, tu surfes dessus. C'est comme si la perfection, c'était la ligne qui est là. Puis, des fois, tu l'atteins, des fois, tu t'en vas là. Mais tu y touches toujours un peu, là. Dans un mindset de perfection. Mais comment toi, tu gères ça, la perfection? J'ai ridé avec toi, j'ai ridé un street spot cet hiver, je t'ai vu, man, le feu dans les yeux, pas arrêté, puis tu l'as landé 3 fois le même truc, là. Puis un gnarly tricks que j'ai hâte que tout le monde voit. J'étais fasciné par ton monde intérieur de, man, je veux lander mon truc à la perfection. Je me suis juste assis, je t'ai regardé rider, c'était un show, man. Show must go on, puis il va l'avoir quand ça va être selon lui, parfait, même. Puis t'as réussi à l'atteindre, là. Tu sais, tu regardes ta shot, t'es fier en Chris. Je la trouvais insane, mais moi, je me serais sûrement arrêté au premier parce que je l'aurais landé. Comment, toi, la perfection t'a amené à step up ton game? Ben, je pense que c'est avec qui j'ai ridé plus jeune. Je pense qu'il y a un... Tu sais, j'ai travaillé beaucoup avec Matthew Cohen de Sunset Film, puis il m'a montré un peu l'éthique, justement, de travailler avec quelqu'un, un vidéographe, justement. Oui, il y a la shot, l'angle qui est vraiment importante, comment c'est filmé, etc. Le truc est vraiment important. Puis s'il y a une petite imperfection, puis on sait qu'on peut le faire mieux, on est là, let's go, on le fait. Parce que la petite imperfection, quand tu vas avoir les shots finales, ça va finir par te fatiguer. Puis on dirait quand tu regardes ta part, moi, ça me gosse d'avoir un truc, il y a de quoi qui me fatigue. T'as pas le sentiment de satisfaction. Exact. Puis même s'il y a du monde qui va faire comme, man, qu'est-ce que tu parles, c'est parfait. Au fond de moi, quand je le sais que j'aurais pu le faire mieux, on dirait que ça me fatigue d'avoir arrêté. Fait que si je me donne à 110%, puis même si on va dire que je réussis pas à le faire mieux, ben j'ai l'option de peut-être quand même utiliser le premier, mais c'est sûr, au fond de moi, j'aime ça quand je réussis vraiment à le faire de la façon que je le vois. C'est là que tu peux dire que t'es fier de toi. Ouais, 100%. Puis tu sais, je trouve que en compétition, j'ai essayé de faire la run la plus parfaite possible, mais malheureusement, c'est pas de même que ça fonctionne. Un coup que la run est finie, tu peux pas remonter en haut puis juste aller peaufiner les trucs qui te fatiguent un peu. Fait que ça m'a montré à être constant. T'as moins cette liberté-là pour adapter puis atteindre plus la perfection. Ouais, un street spot va t'amener ça. Ouais. C'est toi, le temps que t'as à part le kick-out, comme tu dis et tout. Mais effectivement, je l'avais jamais vu de même. Je pense que, surtout les Québécois, on est quand même très... dans le monde du snowboard, là, on est très reconnus, mettons, pour quand on filme, d'être très picky puis de recommencer. Puis
Des fois, il y a d'autres riders, mettons, d'ailleurs, des fois, quand ils aiment le truc, des fois, il y a une petite affaire qui est sketch. Mais eux autres, ils aiment le fait que c'est réussi puis c'est pas nécessairement parfait. C'est correct, il faut tout avoir nos styles à chacun, mais moi, je me dis tout le temps, crime, on est des pros, on s'est payé pour faire ça. Comme, moi, il faut que je remonte en haut puis il faut que je le fasse mieux. Puis je dis pas que c'est la seule façon de faire, mais moi, pour moi, mon éthique de snowboard, c'est important pour moi que ça soit parfait à mon œil à moi. Yeah. Ouais. C'est bon, ça. That's it. Fait que c'est toi qui mets tes propres limites. C'est moi mon propre jeu, je mets aussi avec les filmeurs avec qui je travaille depuis longtemps. Tu sais, des filmeurs aussi qui sont très piqués puis qui ont appris à travailler avec moi. Mais c'est important pour moi d'avoir un filmeur aussi qui fait pas juste, tu sais, man, ta shot est parfaite. Mais dans le fond, je le sais qu'elle est pas parfaite. Ça me prend quelqu'un. Bon là-dedans, je l'ai vu à l'œuvre. Là. Ça me prend quelqu'un qui est capable de me dire aussi, hey, il y a ça que ça pourrait être mieux. Mais garde, on a de quoi de bon. Fait que de se motiver l'un l'autre. Mais ça prend quelqu'un justement qui me craint. Puis si la shot est vraiment sick, puis je me pose des questions sur certaines choses, quand t'as un autre rider ou t'as ton filmeur qui dit, hey, pour vrai, c'est vraiment fou, ça. Des fois, ça fait juste confirmer, OK, on l'a. Mais si des fois, il y a des questionnements de plus qu'une personne, c'est pas juste moi, mais ça fait juste dire, hey, sais-tu quoi? On repart le battle, puis on essaie de le faire mieux, puis c'est vrai, ça marche. Puis je trouve que c'est ce qui fait que justement, quand la part elle sort après ça, tu peux partager chaque truc qui a été fait, puis chaque truc a une histoire, puis ça rend juste l'histoire encore plus sick. Absolument. Ça c'est bien dit. T'sais. Le street, c'est ce que je respecte le plus parce que je l'ai vécu, je le vis encore. Le behind the scene est insane. On peut passer des battles d'une journée à rider, ce que peu de gens le voient parce que le tricks va durer 3 secondes dans un film. Puis ça, je trouve ça important d'en parler. Du battle personnel qu'on vit, c'est un gros apprentissage, là, être dans un street spot. Toi, comment tu le vis, cette expérience-là? Donc, chacun le vit à sa façon. Moi, gros ressenti. Je veux savoir comment tu vis ça, un street spot. Écoute, souvent, les street spots que je vais, c'est des affaires, c'est des street spots, mettons qu'on a scopé, on a des photos, ou des fois, c'est une shot qui a été filmée des fois d'un autre rider, des fois, c'est des spots que j'ai déjà été dans le passé, etc. Dire ça, mais il y a tout le temps une couple de trucs que je me donne en tête comme objectif. Si on réussit à le rider, c'est le genre de truc que j'aimerais faire, mettons, dessus. Des fois, quand tu arrives en personne, des fois, il y a toujours quelque chose d'imparfait. L'in-run, il est dans la diagonale, il y a un arbre dans le landing, tu landes sur une rue, t'as pas beaucoup de drop-in, t'as pas beaucoup de landing. Il y a toujours quelque chose. C'est un défi. C'est un défi, puis quand tu regardes la shot, souvent, tu fais comme « wow, perfect spot », mais il y a toujours quelque chose qui rend le tout encore plus difficile. Puis c'est ça que j'aime du street aussi, c'est que tu vois le truc, mais des fois, si tu vas voir le spot entre snowboarders, des fois, tu fais comme no way qu'il a fait ce truc-là. C'est pas toujours facile de le mettre en image, ça, ce hard feeling-là, le défi que tu vois, le poteau avant que tu tournes. Mais c'est ça. C'est ça, puis qu'est-ce que j'aime du street, c'est que c'est un... Chaque shot a son histoire, je me répète, mais chaque spot que tu vas, il y a beaucoup de travail. Tu sais, mettons, en skateboard, on va dire, tu arrives à un spot, tu vas waxer le rail, il n'y a pas trop de build, tu sais. Mais nous, la neige, il faut enlever la neige des marches parce que c'est legit. Il faut que tu enlèves les marches, la neige des marches. Après ça, il faut que tu construis ton take-off, construis ton landing. Tu sais, tu mets ça beau. Là, après ça, tu commences à faire des speed checks. Là, après ça, tu commences à faire ton truc. Tu sais, des fois, c'est un long processus. C'est de la création constante. Ouais, puis des fois, là, tout va bien, mais des fois, ça va moins bien. Des fois, le take-off, il hold on pas. Il faut utiliser une torche ou de l'eau pour que ça glace. Après ça, il y a toujours quelque chose qui fait en sorte. Je sais pas, avant, on travaillait avec des winches, mettons, à moteur, là, le winch, il manque de gaz. Il y a ci, il y a ça. Il y a tout le temps un petit quelque chose qui fait que c'est jamais facile. Il y a des spots que des fois, tu fais comme, wow, on dirait qu'on l'a eu facile, let's go. Mais même quand tu penses que c'est facile, il y a toujours un petit quelque chose qui va arriver. Puis en même temps, c'est comme le journey de faire ta part. Puis c'est ça qui est fou, c'est que pourquoi je suis autant hooked à faire des vidéos parts, c'est que chaque truc mettons que tu commences ta saison, là, tu n'as aucune shot. Là, tu commences avec un spot. Là, c'est un peu un spot pour te warm-up, mais en même temps, tu veux un spot aussi que c'est assez gros qui va compter dans ta part. Finalement, tu fais un truc, tu fais une battle ou peu importe, là, tu réussis à avoir une shot. Après ça, OK, tu retournes vers un autre spot. Là, tu as 2 shots. Là, après ça, tu as 3 shots. Là, après ça, moi, souvent, Max, mes filmeurs, ils m'envoient les shots. Là, je l'ai dans mon téléphone. Moi, j'ai mis back-à-back. Fait que là, tu commences ta création. Là, je commence ma création. Puis ça, pour moi, c'est ma source de motivation. Parce que là,
Je fais 1, 2, 3. Ouais. Là, Constamment ça... de la dopamine. Ah, là, c'est la dopamine. Là, je suis OK, le prochain. Puis là, tu build up. Puis là, tranquillement, ta peur, elle prend vie. Même si elle n'est pas éditée. Yeah. Tu vois que ça s'en vient. Mais là, après ça, t'en veux un autre. Puis là, tu commences à devenir un petit peu plus sélectif. OK, j'ai un from board. OK, là, j'ai un down rail. Là, ça me prend un down flat down. OK, là, ça me prend un wall ride. OK, là, ça me prend un truc sur un toit. Après ça, OK, on essaie de trouver un spot qu'on peut faire un jump. Plus comme un genre de jump street. Name it, Miller flip. Tu sais, t'essaies d'avoir le plus de variété possible. Puis, tu sais, moi, j'ai vraiment grandi dans l'era que tous mes snowboarders hero, fallait que tu sois un all-around rider. Fait que, tu sais, fallait que tu rides du street, fallait que tu rides du backcountry, fallait que tu rides du park. Yeah. Puis, dans tous ces éléments-là, fallait que tu rides des setups qui étaient différents. Fait que, tu sais, street, c'était pas juste comme il était des downrails. Fallait qu'il y ait des kings, fallait qu'il y ait tout ça. Dans le backcountry, des step down, des step up. T'as appris à être varié. J'ai appris à être varié, puis même si ma part qui s'en vient, c'est une part de street, j'espère le monde va enjoy, mais j'ai essayé d'être le plus versatile possible dans les spots que j'ai choisis, les trucs que j'ai faits. Puis pas juste slider du métal, slider du bois, slider du béton. Ça va être épique. Un peu de tout. Ça va être épique. J'ai vu un petit teaser récemment. Ça va teaser solide. Puis je pense que tu releases ça quoi en janvier, autour de? Ouais, je pense que des alentours de janvier, ça devrait être le release officiel de ma part. C'est sûr, on devrait en parler à venir avec des dates plus détaillées. Yes. Mais c'est de quoi on a travaillé vraiment fort la saison passée. Fait que j'espère que le monde va être stoked. Avec peu de neige, il faut le rappeler. Ouais, il y avait vraiment pas beaucoup de neige. Moi puis Max, on a conduit vraiment beaucoup. On s'était filmé partout au Québec. Mais on a fait du back and forth. On a fait bien du millage. Mais je sais pas, je pense que ça fait partie justement aussi. Qu'est-ce qui est cool, c'est que tu pars en road trip. Tu sais, moi, j'étais habitué de prendre l'avion, tu pars avec tes affaires. Mais là, de partir en auto, road trip style, booker des Airbnb on the road, faire des spots. Puis tu sais, des fois, on pèle puis on ride. Puis des fois, je suis comme genre, c'est fou pareil. Hein. Tu sais, il y a du monde qui nous regarde puis font, tu sais, qui doit se dire, attends, OK, t'as 17, 18, tu dis, OK, c'est normal. Mais là, tu sais, on est tous rendus plus vieux, puis on est tous encore en train de pelleter. C'est là le cœur d'enfant. C'est vraiment. Tu réussis à en vivre en plus, c'est légendaire, c'est inspirant. Moi, j'en fais par pure passion, avec des chums, je vais rider avec toi, mais je trouve ça fucking inspirant. Là. C'est ton mode de vie que tu as réussi à build up là-dessus. C'est le rêve de plusieurs, puis tu le fais bien. Je tiens à te le rappeler, tu le fais fucking bien, tu le fais pour les bonnes raisons. Puis t'inspires une grosse génération qui s'en vient aussi. Thanks. Parce que je l'ai eu, cette inspiration-là. Il est en ce moment derrière la caméra. Là. Mais tu sais, le street est parti quelque part. Il y a tout le temps des inspirations, puis il y en a d'autres. Puis tu sais, j'ai hâte de voir la relève dans ces sports-là. Mais avec ce que tu releases, avec comment tu en parles, quand tu le dis, c'est clair que ça peut semer une graine dans la tête à un jeune qui fait en ce moment de la compétition, puis qui struggle peut-être, il voit qu'il n'y a pas un fit, mais il y a d'autres avenues. Puis tu le prouves. Puis c'est ça qui est beau. Peu de riders, surtout québécois, il y en a plein qui ont gagné leur vie, mais en ce moment, qui continuent, à ton âge en plus, puis tu veux pas lâcher, puis ça paraît, je trouve ça fucking sick. Thanks. Puis pour vrai, tu sais, je le fais pour moi, en voulant dire, quand je dis je le fais pour moi, c'est que ça me fait triper, puis j'aime ça faire ces affaires-là, mais en plus, quand je vois du monde qui sont inspirés de qu'est-ce que je fais, puis que des fois, j'entends qu'ils ont commencé à faire du snow à cause de moi ou qu'ils font tel truc ou ça les motive de voir qu'est-ce que je fais. Ça, pour moi, ça avec, c'est une autre affaire. Tu parlais, mettons, de justement montrer à des kids comment rider, ça te donne le même sentiment qu'apprendre un nouveau truc. Et moi, quelqu'un qui vient me voir puis qui me dit tout ça, des fois, je peux avoir des mauvaises journées, justement, en snowboard. Des fois, tu te questionnes de je fais tout ça pour les bonnes raisons, je devrais-tu continuer, vice-versa. Puis finalement, tu arrives à quelque part, puis quelqu'un vient de parler puis qui te dit à quel point il t'apprécie puis à quel point des fois qu'il t'a peut-être changé sa vie puis c'est là que tu te dis comme hey man comme voilà. Life is good. That's my why. Keep it going. Sick, man. Bien dit. Puis j'aimerais ça que tu en parles un peu, tu parles de tes projets personnels, les films. Tu as un autre projet personnel aussi qui est rassembler des riders locaux. Je trouve ça fucking sick ça aussi, qui est Kill the Spot. Parle-moi un peu de cette idée-là, c'est sorti de où puis où tu veux mener ça, ce projet-là? Ouais, exact. Kill the Spot, c'est une idée que moi puis Max Trudel, mon filmeur avec qui on travaille ensemble, on a eu cette idée-là un peu. C'était comme genre, Kim, on ride du street. Il y a plein de famous spots que le monde connaisse, mais on dirait qu'il y a plein de riders qui ont fait des trucs différents sur ces trucs-là. Puis je m'étais dit, Kim, ça serait cool de faire des sessions. T'invites des riders, c'est pas tout le temps les mêmes riders. Puis là, on se fait juste une session. Puis là, t'as le droit, parce que normalement, mettons, un street spot qui était hité vraiment souvent, quand tu t'en vas le rider,
faut toujours que tu fasses un truc qui n'a jamais été fait dessus. Tu peux pas copier un truc. En tout cas, le moins possible. C'est une règle non écrite. C'est une loi non écrite, mais c'est ça le but. Ouais. Puis c'est cool de pouvoir aller à un spot avec d'autres riders en mode chilling, puis de juste dire, hey, le spot, il était détruit par plein de monde. Yeah. Mais là, on essaie de kill the spot en une journée, ramasser le plus de trucs possible. Mais là, tu as le droit de faire ce que tu veux dessus. Puis c'est le fun, ça donne la chance justement à des riders, des fois, de faire des trucs qui ont déjà été faits. Mais c'est pas grave, tu peux le refaire. Puis on est allé justement au fameux Red Ledge pour la première édition. Puis ça a vraiment été cool pour vrai. Tu sais, c'était une journée vraiment froide, mais les riders ont show up. On a vraiment une belle session. C'était quand même pas le spot le plus relax, là, on s'entend. C'est un gros spot. Puis c'est vraiment cool. Pour vrai, puis j'ai trouvé ça sick de pouvoir rassembler des riders, puis des fois de dire comme crime. Au début, je me posais la question, tu sais, quel rider va être vraiment down de venir ou non, puis on va essayer de continuer ça, puis on va essayer de choisir des fois des spots qui sont un petit peu plus relax aussi. Puis, ouais, pour vrai, à date, les riders qui sont venus, man, ils ont vraiment apprécié, puis moi, j'ai vraiment apprécié aussi de rider des fois avec des riders que des fois, j'ai moins la chance de rider avec eux, etc. Fait que là, je tombe dans un beat que je filme beaucoup, je fais beaucoup de projets, mais ça donne la chance justement de faire des projets comme ça aussi qui me donne la chance de rider avec des riders que j'ai peut-être pas eu vraiment la chance de rider avec eux. Fait que c'est nice. Puis des fois, tu sais, il y a des riders des fois qui peuvent avoir... je sais pas, des fois, tu connais pas nécessairement tel rider, puis des fois, genre, avec la carrière qu'il y a eu ou peu importe, des fois, il peut y avoir de la jalousie ou peut y avoir ci ou peut y avoir ça, puis des fois, tu entends des dires, puis des fois, tu parles du hate de certaines personnes, puis des fois, c'est juste le fun, des fois, de rencontrer des riders face-to-face, puis finalement, tu te rends compte que, man, on aime la même affaire, tu sais. Absolument. Puis, on connecte sur la même chose. Ouais. Fait que, tu sais, de faire ton opinion basée sur la personne, que quand tu rencontres en personne, c'est toujours mieux. Puis ça revient un peu à l'affaire que je disais auparavant, c'est on est quand même une industrie qui est petite. Entraidons-nous. Absolument. Ça sert à rien. Puis s'il y a un rider que t'aimes moins, regarde pas ses affaires, mais il n'y a aucune raison de hater. Ça reste que c'est un gars de plus qui fait la même affaire que toi. J'ai une phrase qui décrit ça mot pour mot. La plus grande force, la plus grande intelligence de l'être humain, c'est d'écouter et de regarder sans juger. Si tu arrives à mettre ça dans ton quotidien, tu attires les bonnes personnes. Puis c'est un peu ce que tu fais avec Kill the Spot. Tu attires les bonnes personnes qui veulent s'impliquer là-dedans, qui le font pour le vrai love, les roots, qui s'amusent sur un spot, un peu comme rassembler une gang de chums en montagne. Si je me trompe pas, c'est un peu le vibe. Ah, c'est exactement le vibe. C'est justement, c'est comme barbecue vibe, end of the year, on ride tout ensemble, ou même début de saison quand on prenait de la neige d'arena, puis on s'était tapé un petit rail, on se rassemblait, on pratiquait nos trucs, on s'assurait qu'on était ready pour la saison, puis on apprenait des nouveaux trucs. C'est un peu le même vibe. Puis là, on choisit des spots de street. Puis non, c'est vraiment de quoi que je suis content d'avoir fait, puis j'espère qu'on va continuer ça longtemps. That's it, man. Je l'espère. Yeah. Prochain segment, c'est un segment important. C'est un partenaire qui m'inspire personnellement, qui inspire beaucoup ce qu'on fait au quotidien. Tu connais bien Vivace? Yeah, ambassadeur. Ouais. Puis récemment, tu as fait un passage de flambeau à un certain Élie Bouchard. Ouais, exact. Yeah. J'aimerais ça que tu m'en parles un peu de pourquoi avoir fait cette passation-là à cette personne-là. Ben écoute, tu sais, Vivace, c'est une belle on peut dire compagnie, justement, qui parle justement d'inciter les jeunes, finalement, à prendre les meilleures décisions, à, tu sais, de ne pas fumer, de ne pas vaper, etc. Puis, tu sais, je trouvais que c'est une belle initiative parce que j'ai jamais fumé. Puis, j'ai toujours trouvé ça dégueulasse. Puis, j'ai toujours été entouré de monde à un jeune âge qui fumait, peu importe c'était quoi. Puis, ça a toujours... Ma passion pour les sports a toujours été au-dessus de ces choses-là. Puis, d'être ambassadeur pour une compagnie de même, je trouve ça vraiment excitant. Puis, je trouve ça le fun de justement montrer à des jeunes que des fois, ils peuvent m'idoliser, mais qui pensent que ça, c'est cool. Mais finalement, tu sais, tu peux être vraiment plus cool. Tu peux être aussi cool, puis même si tu fais pas ça. Puis, Élie faisait justement partie d'un des riders, tu sais, qui est sa scène montante présentement dans le snowboard. Puis, c'est une personne justement que dans son quotidien présentement, il y a du monde alentour de lui qui vont fumer, qui vont vaper. Puis c'est un choix qu'il va devoir faire. Puis c'est un choix qu'il a déjà pris que lui, pour lui, ça l'intéressait pas. Puis je trouve ça cool justement d'avoir quelqu'un un peu plus jeune. Puis que
qui m'a vu justement grandir dans le snowboard, que peut-être que j'ai été une influence aussi pour t'as lui. un rôle de mentor. Là, pour lui. Exact. Fait que je trouvais ça cool, justement, l'idée avec Vivace, justement, de passer le flambeau à des nouveaux jeunes, puis d'avoir des discussions, justement, avec Ellie. On n'est quand même pas la même âge, on fait le même sport, mais c'est le fun, justement, d'avoir... Tu sais, des fois, moi, je peux parler de quelque chose relié à la vape, etc., puis je peux dire des trucs que moi, j'aime pas ou vice-versa. Mais je pense que dans sa catégorie d'âge, c'est encore plus là-dedans qu'on doit targeter parce que, tu sais, dans les écoles, le taux de vaping a tellement augmenté maintenant dans les dernières années. Fait que c'est juste intéressant finalement de parler avec une personne qui est dans ces âges-là présentement puis de voir ce qu'il en pense. Là. 100%. Puis c'est bien dit. Puis je trouve ça inspirant de la façon que vous le faites. Tu sais, c'est des ambassadeurs de plusieurs domaines qui touchent quand même au sport d'action proche, la musique, l'art, le sport. C'est 5 ambassadeurs professionnels, puis là, 5 up and coming qui vont éventuellement prendre la place de leur mentor. Ouais. Je trouve le build-up est cool, ça soutient une noble cause, vraiment. Je partage ça aussi. Ces sports-là, de vivre sans fumer, avec les saines habitudes de vie, c'est clairement une des raisons, possiblement, que t'ont rendu où que t'es. Il n'y a rien de bon dans s'étouffer dans la vie, puis plus avoir de souffle, de respiration, surtout à un haut niveau, même dans la vie de tous les jours. Puis j'aimerais ça que tu me parles de ta routine, tes saines habitudes de vie, parce que ça commence de là, OK, tu fumes pas. Quelles autres saines habitudes de vie au quotidien, mettons, tu mets en place pour build up l'athlète que tu es? Ben, c'est sûr, tu sais, à la base, j'ai toujours... ma mère, elle a toujours fait de la nourriture qui était quand même bonne pour la santé. Fait qu'à un jeune âge, j'étais habitué justement de manger des affaires que peut-être certaines familles, mettons, mangeaient moins quotidiennement. Fait qu'on dirait que je me suis habitué à goûter à plein de choses. Puis même si c'est des choses santé, moi, je trouvais ça bon. Je trouvais pas nécessairement comme que ça downgradait, mettons, qu'est-ce que je mangeais. Puis... Mais je pense que c'est important de juste comme goûter, essayer, pour pas nécessairement, justement, tu veux pas forcer quelqu'un de manger quelque chose qu'il aime pas. Yeah. Mais j'ai toujours été dans l'optique, dans ma famille, qu'il fallait goûter, il fallait essayer. Fait que je pense que je suis une personne qui s'est toujours bien nourrie, qui a fait attention, qui a quand même des bonnes habitudes, justement. Tu sais, si je mange des collations, je suis pas full un gars de dessert. J'essaie le plus possible de bien manger. Puis tu sais, j'ai déjà travaillé aussi avec des nutritionnistes. Puis quand je parlais un peu de qu'est-ce que je mangeais, c'était déjà quand même très... dans tout ça touchait un peu à tout ce qu'ils voulaient que moi que je mange. Puis des fois, mettons, si j'étais dans des modes un peu plus comme entraînement physique, des phases un peu plus demandantes, mettons, de ma saison, des fois, tu sais, c'était juste de s'assurer, mettons, de manger le taux de protéines, ces choses-là que tu as besoin pour avoir la meilleure énergie dans ta journée. Mais en même temps, c'est beaucoup de essais-erreurs. Tout ce qui est nourriture, énergie et compagnie, il y a beaucoup de essais-erreurs. On a tous des poids différents. Fait que je pense que faut essayer, puis c'est sûr d'essayer de bien manger, c'est de quoi qui est numéro un. Tu vois que c'est une base pour le reste. Ça donne l'énergie pour après ça t'entraîner puis mettre en place les objectifs. Puis tu sais, je pense que chaque bonne chose, tu sais, faut pas abuser de rien. Fait que tu sais, moi, je pense que j'ai fait des choix dans ma vie de pas fumer, de pas consommer. Puis pour moi, ça a été facile. Ça a juste été de quoi que alentour de moi, il y a beaucoup de monde qui consommait. Puis je pense, s'il y a du monde qui consomme alentour de toi, ça veut pas dire que tu vas consommer nécessairement toi-même. Puis moi, ça m'a fait juste une prise de conscience qui était inverse. Au lieu de m'attirer, ça m'a fait l'effet inverse. J'ai trouvé ça dégueulasse, puis j'aimais pas nécessairement qu'est-ce que ça reflétait sur ces personnes-là. Puis j'ai perdu certaines amitiés qui étaient reliées à ça. Fait que finalement, je me suis dit, tu sais, dans le fond, c'est vraiment à l'encontre de qu'est-ce que j'essaie d'accomplir. Fait que moi, j'ai pas eu cette attirance-là. Après ça, tu sais, est-ce que quand moi je suis célèbre ou peu importe, que ça soit ma fête ou whatever, je veux dire, je suis un gars qui est rassembleur, je suis un gars qui aime ça dans les soirées, etc. Fait que je suis un gars qui va boire de l'alcool dans les occasions, etc. Fait que moi, on peut dire que ça, c'est le petit côté pour me gâter. Mais en même temps, je pense que tu peux pas être parfait sur toute la ligne. C'est correct d'enjoy. Tant que c'est respectueux envers toi-même, tant que t'es pas juste dans l'excès. Ouais. Puis ça revient un peu à, tu sais, on parlait d'investissement, etc. Puis je pense que c'est bon d'investir, c'est bon de passer au futur, mais si tu profites pas du jour présent, on sait pas ce qui va se passer aussi dans 10-15 ans. Fait que, tu sais, des fois, tu peux avoir une grosse fortune, mais t'en as jamais profité, puis finalement, tu sais, t'as passé à côté des affaires. Fait que je le vois un peu dans ce même côté-là. Mais pour revenir à les habitudes saines, je veux dire, j'essaie le plus possible. Je veux dire, tu sais, ton corps, c'est ta machine. Fait que c'est sûr que plus tu y fais attention, meilleur tu vas performer, plus tu vas te sentir bien. Fait que c'est sûr, mettons,
conditionnement physique le plus possible. Surtout durant l'été, j'essaie le plus possible de m'entraîner pour guérir les blessures que je me suis fait durant la saison, puis m'assurer que je commence la saison, aussi. prévenir, puis commencer la prochaine saison aussi à 100%. Yeah. Tu sais, pas commencer le moins possible avec des vieilles blessures qui refont surface. J'essaie de le plus possible de m'étirer. J'essaie de voir occasionnellement des chiros, des physios, même quand des fois je suis pas blessé, juste pour s'assurer que mon corps va bien. Puis tu sais, des fois à conduire, comment on est assis, c'est beaucoup de choses qu'on s'en rend pas compte. Rares sont les personnes qui font ça, tu sais, dans un high level de consulter un professionnel. Tu sais, souvent on voit ça, hey, je vais aller voir un psy, je vais aller voir un physio quand je file pas. Quand ma tête va pas bien ou quand mon corps va pas bien. Mais de le faire quand tu es dans un high level, puis juste vouloir rester là et même l'upgrader, ça, c'est le côté mature. C'est le côté intelligence émotionnelle, de faire que je me respecte et au contraire, je veux évoluer. Je veux pas juste step down. J'aime ça. Non, je pense que on associe tout le temps, on dirait, ces affaires-là avec conflit ou OK, il y a quoi à régler. Fait que là, il faut que je demande de l'aide. Puis c'est correct de demander de l'aide. Mais des fois, ça va bien. Puis pas parce que ça va bien que tu peux pas continuer justement à partager ça, parce que des fois, tu peux juste t'améliorer sur des points que tu pensais pas nécessairement que c'était de quoi de négatif, mais c'était de quoi que justement tu peux t'améliorer. 100%. Fait que c'était des points, mais je pense que être en santé, c'est beaucoup de choses. Puis en même temps, je pense qu'il faut pas nécessairement que ce soit forcé, mais si tu veux des objectifs plus précis, ben il faut que tu sois prête justement à faire les sacrifices qui viennent avec. Puis c'est pas toujours le fun. Mais je pense qu'en vieillissant, c'est des choses que je réalise que quand t'es plus jeune, des fois, t'es plus comme du rubber, qu'on peut dire. Puis en vieillissant, des fois, faut t'écouter plus ton corps. Mais c'est ça qui est le fun, c'est que je réalise que le corps humain, c'est la plus sick machine qui existe. Puis qu'est-ce qu'on peut réaliser et faire, c'est incroyable. Puis 100%. des fois, je fais des affaires, puis je fais comme, ah, c'est vraiment fou que j'ai réussi à faire ça en peu de temps. Mais des fois, tu sais, je me dis, crime, imagine. C'est tellement un petit pourcentage, sûrement, qu'est-ce que tu peux faire des fois. Fait que c'est nice. Ouais, si tu as la bonne attitude, si tu veux, si tu y crois, tu peux. That's it, point barre. T'sais. Si tu y penses négativement, si tu y crois pas, ça se fera pas. Fait que ça, là-dessus, je pense qu'on a un mindset très similaire, mais c'est ce qui fait en sorte que tes objectifs, tu peux les atteindre. Puis comme tu dis, c'est puissant. Là, le corps est fucking puissant, mais le cerveau l'est encore plus. Puis tu sais, être healthy aussi, être en santé, c'est pas juste ton corps. Il y a la santé mentale. Puis tu sais, avec qui tu es entouré, tu prends-tu le temps de parler justement de, tu sais, des fois tu peux être la personne, tu sais, on l'a vu là, des acteurs, des personnes en musique, du monde qui sont hyper connus. D'un point de vue extérieur, tout est beau, mais intérieur, il l'échappe. Exact. Fait que tu sais, faut se parler, faut partager si on a des problèmes, etc. Puis je suis loin d'être parfait, mais c'est le fun de partager ça avec d'autres personnes. Puis des fois, tu sais, d'aller chercher des choses similaires que tu as envers d'autres personnes, puis de s'entraider l'un de l'autre. Puis moi, je parle de bien s'entourer. Tu sais, le monde dit, on choisit pas notre famille, on choisit nos amis. Puis je pense d'avoir des amis qui fit dans ton cercle, c'est vraiment important. 100%. Puis tu sais, je sais pas, je trouve que à travers mes amis, moi, il y a une forme, autant que des fois, ça peut être de la business, autant, tu sais, ça va me chercher de la motivation dans des domaines, des fois, que j'aurais pas nécessairement eu. Puis ça, c'est grâce à certains chums que j'ai. Puis, tu sais, je suis vraiment proche de ma famille, mes frères et sœurs. Puis ça, c'est un côté que je suis vraiment fier. Tu sais, je suis chanceux d'avoir une famille qui est aussi proche. Puis c'est comment qu'on a été élevé, mais il y a plein d'affaires qui peuvent faire en sorte que des fois, tu sais, t'as des familles qui s'éloignent. Puis il y a des raisons pour ça. Puis je me considère choyé, justement, d'avoir cette proximité-là avec mes parents, mes frères et sœurs. Puis ça, c'est de quoi que, tu sais, des fois, j'ai de quoi dans ma vie qui va moins bien personnellement, etc. Puis de pouvoir m'ouvrir à n'importe qui de ma famille, puis de me sentir bien, puis ça fait du bien d'aller chercher cette aide-là, puis c'est gratuit. Ça vaut de l'or. C'est vraiment cool. Fait que ça, c'est de quoi que tu choisis pas, mais je suis chanceux, choyé d'avoir. Beau partage. Hein. Encore une fois, tout est là à l'attitude. Il y en a qui veulent rien savoir de ça, puis qui vont pas là. Mais ouais, builder une bonne relation familiale, c'est la base. C'est la base. Hey, pour finir avec Vivace, nos amis chez Vivace m'ont donné l'autorisation de plugger une exclusivité qui s'en vient. C'est un projet que ça fait un petit bout qu'on travaille. Tu as sûrement vu passer la tournée de skate qu'on a fait dans les skateparks cet été. On a fait over 10 skateparks. Vraiment une belle tournée.
dans le but de motiver les jeunes qui skatent ou qui skatent pas, juste de leur transmettre un intérêt puis des saines habitudes de vie. Ben là, on est sur un projet de snowpark. OK. Le snowpark urbain commence à pousser au Nice. Québec. Puis on veut faire une tournée. Fait que je te lance officiellement cette invitation. On débarquera pas loin de ta ville, possiblement. Malade. Fait que ce serait cool, man. Les kids seraient stoked, je pense, de rider avec toi. Vraiment. Puis libre à toi de venir rider, mais c'est un beau projet qui nous tient à cœur. Puis il va y avoir une coupe de stops cette année qu'on release très prochainement. Fait que c'est un petit sneak peek pour clore le chapitre Vivace pour Très cool. le podcast. Ça fait longtemps que j'en parle. Je suis comme, tu sais, des snowparks Mhm. qui sont plus urbains, qui sont accessibles, justement, qui coûtent pas... Tu sais, comme un skatepark, je veux dire, c'est gratuit, c'est Yeah. out there, c'est accessible. Je trouve que c'est le fun que vous passez à faire ça parce que le snowboard a besoin de ça, puis ça va initier tellement de jeunes. Il y a tellement Vraiment. de jeunes qui feraient du snow, mais que ça coûte cher à aller en montagne, puis etc. Fait que Vraiment. je pense que ça va aider justement les familles à initier du monde à faire du snowboard. Fait que 100%. pour vrai, chapeau à vous autres, c'est Yeah. romantique. Puis Thanks. comptez sur moi, c'est sûr que je vais venir à Ça. une des sessions. Content d'entendre ça. Tu sais, c'est l'accessibilité qu'on prône autant que le centre que les événements qu'on fait, c'est rendre ces sports-là le plus accessible possible. Tu sais. Ouais. Ça peut être avec un snow skate, ça peut être avec un snow. Tu sais. On a eu cette opportunité-là. Il y a quelqu'un qui nous a apporté un board. Ben, on veut le redonner à la communauté comme ça. Puis dans les snowparks urbains, Charlotte aux villes commence à vraiment s'impliquer de la bonne façon. On a travaillé avec le gouvernement du Québec aussi pour structurer les snowparks au Québec. Puis c'est le prochain segment qui s'en vient, vraiment d'apporter un cadre à ça. Ouais. Tu sais, c'est important. Puis un kid qui commence, ben, il faut qu'il soit encadré. Il faut qu'il soit encadré de la bonne façon avec des belles installations. Puis là, les villes ont vraiment catché. Puis ça, je trouve ça cool. Tu sais. J'ai été fervent défenseur. Ça fait. Le premier qu'on a fait, c'est il y a 8 ans. C'était à Shawinigan, dans une école. Puis ça a build up. On a collaboré avec d'autres villes, collaboré avec des écoles, on est rendu avec des snowparks écoles. C'est un de nos petits bébés qu'on fait vivre. Puis là, en ayant cette opportunité-là, de d'autres villes qui nous appellent pour faire des tournées événementielles avec Vivace, ça va être vraiment sick. Ouais. Un peu ce Pour que. vrai, c'est sûr que ça va marcher. Puis je pense qu'au-delà de ça, c'est que ça va amener beaucoup de jeunes à découvrir de quoi. Puis tu sais, le monde, les jeunes, je veux dire, il y a une côte, il y a une butte de neige. Exact. Tu joues à la montagne, tu glisses, tu fais tout ça. Là, tu vas avoir le même choix. C'est juste que là, tu vas pouvoir essayer de hit des features. Exact. Ou juste d'apprendre à descendre aussi. Il faut commencer avec la base aussi. 100%. Ça revient à ma petite aqueduc quand j'étais jeune. C'était ligne droite, on se pétait la gueule, tout ça. Puis, maintenant, on a fait un petit saut, on a fait des petits box, on a fait des rails. Mais tu sais, il faut que ça parte de quelque part. Ouais. Puis, quand tu as ce feeling-là de liberté sur un board, ben, c'est facile de catch-up après. Très sick. C'est un En peu tout cas, ça, ouais. j'ai bien hâte de voir les setups que vous allez faire. Yeah, man. Thanks. Yeah. Je veux continuer un peu sur ton vibe, ta philosophie de vie. C'est tiré de plein de belles leçons que tu as faites dans ta vie, dans la carrière professionnelle, personnelle. C'est quoi la plus grande leçon à Septoots? Puis comment tu l'utilises au quotidien maintenant? C'est une bonne question. Je pense que la plus grande leçon que le snowboard m'a apportée, je pense, c'est de jamais prendre pour acquis rien. Je pense que, tu sais, depuis que je suis jeune, je suis choyé, je voyage à travers le monde, je fais du snow, je vois plein de places différentes, puis j'ai réalisé avec le temps que dans le fond, je suis vraiment choyé de faire ça, puis partout où c'est que je vais, j'essaie de regarder plus alentour de moi, j'essaie de chaque place que je vais, j'essaie de connecter un petit peu plus avec une personne locale là-bas. Yeah. J'essaie de comprendre un petit peu plus la culture. J'essaie de moins penser finalement juste à moi puis le snowboard, puis j'essaie de retourner de regarder alentour de moi. Puis je pense que depuis que j'ai réalisé ça, je pense que je suis devenu une meilleure personne, je m'intéresse plus aux autres. Comme c'est moins égoïste côté snowboard, même s'il faut l'être parfois, mais ouais, je pense que C'est une ouverture d'esprit? Ouais, ouverture d'esprit, puis pas prendre rien Pas pour prendre acquis. pour acquis. Ouais. J'aime ça. Ouais. C'est bon, ça. Je vais tirer une Puis il y a belle rien de il y a rien qui est sûr qui est forever, tu sais. La vie est une Il peut y avoir les constante accidents, adaptation. tu sais, qui sait, là, on le sait pas, là, tu sais, je veux dire, des fois, à un certain âge, tu dis, ah, tu sais, I'm good, je vais aller jusqu'à là, mais on le sait pas, puis on a tous déjà perdu des proches ou des personnes qu'on connaît, puis des fois, tu te dis, crime, ça pourrait être moi, ça, tu sais, il y a certaines affaires que des fois, C'est important de rationaliser pense pour pas. revenir sur l'essentiel, 100%. Fait que ouais, on dirait, je pense que ça serait ça. Je pense que ça serait juste comme de réaliser qu'est-ce qu'on a, puis d'arrêter
Ouais, aussi arrêter de se comparer aux autres. Parce que moi, on dit on est dans une génération que tu peux avoir la vie que quelqu'un veut, mais toi, tu veux la vie de quelqu'un d'autre, puis Absolument. ça n'arrête jamais. Là, tu m'enlignes sur une des phrases les plus cheesy, mais une des phrases qui est comme trop parfaite. Man, je me la répète presque à chaque jour. Mais, man, remplacer le paraître par être. Ça veut tout dire. Ultra cheesy, mais ça veut tout dire. Ça résume bien ce que tu viens de dire. Puis, tu sais, il faut juste profiter au final. Là. Faut arrêter de se mettre de la grosse pression, ce que le monde pense, puis tu l'as vécu à haut régime, puis c'est ça qui est le plus inspirant dans tout ça, tu sais. T'as resté toi-même dans toute ta carrière, t'as eu toutes les opportunités du monde pour plaire à tout le monde. Tu l'as fait pendant un temps, mais t'as vu que c'était pas ça qui allait t'amener plus haut, tu sais. Puis tu t'es concentré sur toi, ton style, ton identité. Tout le long du podcast, t'es revenu là-dessus. Puis c'est ce qui m'inspire le plus. C'est l'être derrière. Puis le podcast, c'est exactement ça. C'est de montrer l'humain avant l'athlète. Direct, hein? J'ai choisi la bonne personne devant moi. Yeah. Ouais, je pense peu importe, des fois tu veux te prouver, tu veux être le meilleur de toi-même, puis tu veux impressionner le monde alentour de toi, puis un coup t'as réussi, après ça, tu sais, si tu côtoies du monde que des fois ça joue comme la game de qui est plus cool ou whatever, puis là, tu joues cette game-là, puis finalement, tu sais, tôt ou tard, ta vraie personne va toujours ressortir. Fait que je pense que tu as avantage de rester toi-même. Puis quand tu es toi-même, puis le monde te respecte en étant toi-même, c'est forever. T'sais, ça va toujours rester de même parce que tu n'as pas besoin de jouer une game, c'est toi dans ton quotidien. Puis c'est triste, mais dans certains domaines, il y a des personnalités, il y a du monde que ça joue réellement une game. Mais tôt ou tard, la vraie personne ressort, puis tu peux pas tout le temps jouer un personnage. Puis je pense que le plus beau cadeau que tu peux te donner en tant que personne, c'est juste d'être toi-même, d'être bien avec toi-même. Puis après ça, tu donnes tes objectifs, puis c'est ça qui importe. Fait que, on est rendu deep, mais... Il est pris ici, mais on va changer de sujet après, mais je vais le prendre, puis je vais faire qu'un mic drop, parce que ce que tu viens de dire, c'est épique. C'est exactement ça, au final, la vie. Puis on n'ira pas trop deep là-dessus parce que c'est pas tout le monde qui sont rendus là, mais ça prend une maturité quand même, puis une force, une intelligence émotionnelle, je peux dire. Mais il y a un point qui m'anime sur le pourquoi on s'entend bien, pourquoi on collabore naturellement ensemble. Je t'en ai fait part un peu, mais j'aimerais ça t'entendre, toi, de ton point de vue. Quand tu viens ici, les collabs qu'on fait ensemble, ça fait quelques-unes qu'on fait. Quoi le feeling que t'as? Ben moi, je trouve ça sick, tu sais, je veux dire... Tu sais, le sound que tu as fait ici, ça paraît que tu es passionné puis tu l'as créé pour les bonnes raisons. Puis ça se fait ressentir comment tu es comme personne, mais aussi, tu sais, que. Tu sais, moi, c'est un dream spot. Là. Je veux dire, quand j'étais plus jeune, j'aurais eu accès justement à un skatepark de même intérieur, pouvoir faire du snow sur le même building, avoir accès à une zone de parcours Ninja Warrior, escalade. Je veux dire, crime, c'est le dream spot. Fait que, tu sais, des fois, je pense que si les kids qui viennent ici, ils réalisent pas la chance qu'ils ont, ben man, pour vrai, ouvrez-vous les yeux parce que genre, tu sais, c'est un spot que on n'avait pas ça là, dans le temps. Puis je viens quand même d'une génération qu'il y avait quand même plus de choses que la génération d'avant, mais je vais juste dire comme, c'est sick qu'est-ce que tu as créé. Fait qu'à chaque fois qu'on peut faire une collab ensemble ou peu importe, first c'est nice parce que ça me donne la chance de pouvoir faire les affaires que moi j'aime faire. Puis ça me donne aussi des fois la chance de pouvoir utiliser les places que toi t'as, que j'ai pas accès partout. Je peux créer des parcours, je peux venir faire du skateboard, je peux venir worker sur mes rail tricks. Fait que, c'est pas mal ton lifestyle dans un building. C'est mon lifestyle dans un building. Fait que pour vrai, tu sais, on s'entend bien, toi puis moi. On s'est entraidé sur certains trucs. Moi, je trouve que ça revient un peu à ce que je dis. Je veux dire, il faut s'entraider. Puis je trouve que tu as fait un gros move pour le snowboard. Puis je te remercie. Puis le snowboard te remercie. Puis je pense que... J'apprécie, ouais. Ça prend plus de monde qui font des moves de même. Puis il faut s'entraider. Puis, man, tu sais, quelqu'un a dit, hey, je vais faire, tu sais, je suis sûr que là, plusieurs années, tu as dit, moi, je vais faire cette building-là. Je suis sûr qu'il y a plusieurs monde qui t'ont challengé en disant, c'est pas possible, c'est si, c'est process, ça. Là, ça fait 10 ans non-stop, puis ça a été mon gaz d'avion. C'est tous ceux qui m'ont dit non, tous ceux qui m'ont dit, tu n'y arriveras pas, c'est impossible. Man, c'est plus grand que toi. Oui, effectivement, c'est plus grand que moi, mais ça part d'une attitude. Tu sais, j'avais un vouloir incroyable, j'avais une passion débordante, j'avais une soif d'apprentissage. Puis ça me vient de transfert de passion, tu sais, de mon meilleur chum, tu sais, qui m'a légué ça et qui est à ce jour en haut puis qui est mon étoile, man. Ça prend ces ancrages positifs-là qui donnent ce gaz d'avion-là pour continuer. Ça peut être autant positif que négatif. Puis
t'en as parlé, toute ta carrière est basée là-dessus. Mais same de mon côté, tu sais. J'en ai vécu des ups, j'en ai vécu des downs, mais c'est là que tu apprends le plus. Puis c'est là que tu dis, ça je veux faire. C'est vraiment ça je veux faire. Puis je suis prêt à struggler autant. Parce que, man, il y en a. Il y en a. Mais il faut que tu sois prêt à rentrer dans un champ de mine, man, puis jamais arrêter. Moi, c'est ma vision de la chose. Puis il y a une phrase que je me suis rappelée à mon retour du Japon, là, parce que je t'ai dit, j'ai eu un peak down, puis là, je me suis questionné, ah, man, c'est big, c'est plus grand que moi, là. T'sais, un genre de centre comme ça, beaucoup d'investissement, beaucoup de pression. Je suis pas seul à supporter tout ça, mais il y a un commitment, puis il y a des objectifs à réaliser. Mais il y a une question que je me suis posée. Sûrement que tu te l'as posée aussi, mais c'est-tu encore ma passion? Puis la réponse est fuck yeah. Mais des fois, il faut se reculer. Puis ça m'a pris un trip à l'extérieur pour le comprendre, puis revenir, puis faire comme let's do this. C'est ma passion. J'en ai fait ma profession. Mais là, le challenge, c'est qu'il ne faut pas que ma profession prenne le dessus sur ma passion. And that's the way to go. C'est pour ça que je ride sur le toit, c'est pour ça que je continue, c'est pour ça que j'aime te recevoir, rider avec toi. Tous ceux, les partenaires, les riders qui viennent ici, les employés, on se fait des staff sessions. Pour moi, ça, c'est le pourquoi je fais ça. Puis après ça, je le transfère aux jeunes. J'y retourne sur le terrain, là, puis ça me manque. Là, je suis rendu à coacher les coachs qui vont coacher la prochaine génération. Mais je trouve ça sick aussi. C'est juste d'adapter. Mais au final, c'est encore un transfert de passion. Ouais, ça fait partie de la progression de chaque domaine qu'on fait. Puis, absolument. Pour vrai, c'est vraiment sick comme sound. Puis je pense dans n'importe quoi que tu fais dans la vie, peu importe la grosseur que c'est sûr que tu vas toujours avoir un questionnement à dire. What's the next step? C'est quoi qui me fuel? Puis des fois, il faut juste fine-tuner. Puis je suis content d'entendre justement que tu as trouvé qu'est-ce qui te motive puis de vouloir continuer de l'avant parce que c'est vraiment un sick projet. Puis faut que les jeunes qui viennent ici réalisent la chanson. Ça, c'est ça. Exact. C'est bien dit. Tant que tu l'as pas vécu, tu peux pas. Fait que venez faire un tour, for sure. Puis même chose sur le tapis parce que rider sur un tapis, tu l'as dit, c'est pas de la neige, tout ça, mais on n'est pas loin quand même. Tu l'as ridé. Puis je veux avoir ton vrai feel, là, ton feeling naturel. Il y a une raison pourquoi tu es revenu. Tu m'en as déjà parlé, mais j'aimerais ça l'entendre. Ouais. Ben, tu sais, le type de carpette, moi, ça me donne un peu le feeling de rider un peu de la neige de printemps. Fait que c'est fou à quel point je pense qu'il y a un petit blocage mental au début que tu le sais que c'est pas de la neige. Fait qu'on dirait que tu le trosses pas. Mais au coup, tu fais vraiment comme OK, ça fonctionne, tu peux edger, tu peux breaker, tu peux faire tout ça. Après ça, tu sais, à un moment donné, ce blocage-là s'en va, puis tu peux te mettre à rider comme si ça serait de la neige. Puis c'est une adaptation. C'est comme rider du backcountry. C'est comme rider de la poudreuse du Québec, des fois qui sont un peu plus lourde, ou des fois rider de la glace, ou peu importe. C'est une adaptation, toutes les conditions de neige que tu fais. Fait que je pense que rider de dry slope, c'est comme si c'est une condition de neige différente. Puis ça se ride super bien. C'est nice. Puis encore une fois, ça donne la chance de pouvoir rider 365 jours par année. Fait que ça revient un peu au airbag, toutes ces affaires-là. C'est encore dans l'optique que tu peux en faire même s'il n'y a pas de neige. Puis c'est ça la beauté de tout ça. Fait que, pour vrai, c'est vraiment cool. Puis je trouve que c'est bien adapté. Il y a des setups qui sont un peu plus gros, des setups qui sont plus petits. Il y a de quoi que même les setups plus petits, que finalement, il y a des gars qui peuvent faire des trucs plus gros. Puis pour des kids, justement, qui commencent, c'est parfait, justement, pour apprendre. Puis quand tu tombes aussi dessus, c'est pas trop raide non plus. Fait que, ça, c'est l'avantage. Ça, c'est quand on même... l'a recherché beaucoup, man, parce qu'on en a essayé là, une dizaine au moins. On a fait venir de partout dans le monde. Celui-là vient du Royaume-Uni, puis il s'est démarqué justement par ça. Il est mou un peu. Puis ça, c'était un gros enjeu parce que tu veux pas. Les clients se pointent ici, c'est la première fois que tu rides ça, tu te fais mal, tu te déchires la peau, tu veux pas revenir. Mais là, ça, c'est l'avantage. Ouais, là, c'est comme une grosse brosse à dents soupe. Exact. Bien dit. Bien dit. J'ai jamais la recette gagnante pour le décrire, mais je pense que je vais l'utiliser. La brosse à dents soupe. Fais attention à tes gencives. C'est bon, ça. J'adore. Puis, tu sais, on a d'autres beaux projets qui s'en viennent. Tu as participé à quelques-uns. Tu as fait un tournage sur le toit avec Vivace. Il y a le IF3 qui est venu récemment également. Puis c'est tout du monde qui s'implique naturellement dans les sports, mais qu'on veut comme amener une petite... C'est notre coche, nous, de redonner au sport pour contribuer à l'évolution. Tu sais, ce genre de setup-là. Puis je sens que ça m'inspire. Je sens que, tu sais, Tremblay est rendu avec ça. Max a été un des pionniers aussi avec son setup chez Maximize. Mais il faut s'adapter, tu sais. L'environnement au Québec, partout dans le monde, c'est un peu ça. On souhaite, comme ça, qu'il y ait de la neige tout le temps, mais il faut voir une longueur d'avance. C'est un peu notre façon à nous de dire, regarde, l'année passée, c'était pas une bonne saison. Ben c'est pas grave. S'il n'y a pas de neige, on continue à rider. Puis let's go. S'il y a de la poudreuse, on va rider sur le toit aussi, tu sais.
Ouais. C'est ça l'avantage. Puis on se garde même des petites surprises que je t'en ai parlé un peu. On est allé faire un tour sur le toit puis en bas du toit. Fait qu'il y a des belles choses qui peuvent s'en venir. On en parlera pas trop, juste un petit sneak peek. Là. Peut-être montrer des petits shots photos, vidéos. Mais je t'ai lancé un beau défi. Ouais, Tu vas-tu le relever un jour? Je suis 100%. Yeah! 100%. On n'en aurait pas parlé sinon. That's it. Écoute, moi, j'ai un point relié à tes inspirations. Tu sais, dans le monde, moi, IF3 m'a inspiré beaucoup par leur façon de faire, show up des films québécois et des films internationaux, puis le mettre sur vraiment un mainstream, que tout le monde puisse le voir, c'est une belle plateforme. Toi, qui t'a inspiré de ton côté? Ça peut être autant vidéo qu'une personne en particulier, mais qui, selon toi, fait bien évoluer le snowboard? On va dire au Québec même, pour être plus target. Présentement, là, écoute, ben, tu sais, depuis des années, je veux dire, on a plein de riders québécois qui produisent des films de snow, des films de street, un peu partout. Je pense que surtout la scène de street au Québec, on a été on est dans les meilleurs au monde en street qui viennent du Québec, Montréal, Québec et compagnie. Yep. Mais il y a plusieurs inspirations que j'ai. Je suis le genre de personne que justement, je vais m'inspirer des trucs dans le snowboard, mais je vais m'inspirer aussi des fois de certains podcasts, des fois qui sont dans d'autres domaines, etc. Fait qu'il n'y a pas juste une idée qui est bonne. Fait que je pense que ça revient un peu à toucher à plein de sports, toucher à écouter plein de domaines, écouter plein de monde parler. Fait qu'il y a plein de choses qui m'inspirent. Puis je trouve que la scène de snowboard présentement au Québec, il y a eu comme des up and down. Là, je pense que tranquillement, il y a un engouement justement que dans une génération que le monde, ils veulent rider un peu plus. Le monde veut faire plus du outdoor. Le splitboarding est rendu plus populaire. Fait que c'est sûr que c'est cool de voir que les montagnes sont pleines. Puis on va espérer que ça continue de neiger. Puis que ça va continuer de se partager. Parce que c'est sûr que c'est vraiment un beau sport. C'est un sport qui est fun à pratiquer en gang. Fait c'est sûr que quand j'arrive à une montagne, puis c'est loadé de monde. Puis surtout que quand il y a plus de snowboarders en plus. C'est toujours nice. Non, mais pour vrai, tant que la montagne est pleine, je veux dire, c'est vraiment beau à voir. Puis j'espère que ça va continuer. Puis c'est triste quand on a des hivers qu'il n'y a pas beaucoup de neige. Fait que tu t'inspires de tout le monde autour qui contribue à cette belle évolution. Ouais. J'aime ça. Moi, j'ai fait un pic de l'une des personnes qui m'inspire le plus. Puis tu fais partie du palmarès, man. Fait que j'ai un petit présent pour toi. Ah ouais? Thank you. Je te donne l'autorisation de le lire. Nice. Merci pour tout ce que tu fais pour l'évolution des sports d'action, ta passion, ta créativité, ta détermination et le plaisir que tu réussis à nous faire ressentir sont tous reliés à ton identité inspirante. Thanks. Je te souhaite de continuer à jouer à ce jeu infini. Info. Yeah. Puis là, attends, il y a un petit... Ah non. Ah, ça, c'est ma petite quote. OK, ta quote. Fais de ta passion... Ta profession, mais ne laisse jamais ta profession prendre le dessus sur ta passion. Yeah, man. Solide. C'est real. Solide. Officiellement certifié hors piste, man. Yeah. C'est rap. Thanks for that, man. Thanks, man. Merci beaucoup, j'apprécie. Donc, un gros merci, Seb. Merci également à tous nos partenaires qui rendent ce podcast-là possible. Gourou, Vivace, S3, Physio Saint-Maurice, Ambition Snowskate, IF3 et bien sûr nos amis de chez Salomon. Écrivez-nous en commentaire vos idées de défis pour les prochains invités qui vont passer ici. Si vous avez également des invités à nous suggérer, mettez-les en commentaire. C'est notre grande motivation. Et surtout, si tu as aimé ce podcast-là, le plus beau cadeau que tu peux nous faire, c'est le partager à tes chums. C'est ce qui nous aide beaucoup. Fait que, on se revoit au prochain épisode, guys. Ce fut un réel plaisir de vous montrer l'humain derrière l'athlète. Ciao, ciao.